Exposer un enfant de moins de 3 ans à un écran, j'ai pas peur de le dire, c'est carrément criminel. Mais les parents le savent pas, mais c'est carrément criminel. C'est-à-dire que au niveau des connexions synaptiques, au niveau du développement de la vision, des rythmes de veille et de sommeil, c'est très 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 perturbant. En fait, un enfant, il a besoin de lumière naturelle, il a besoin de développer ses compétences motrices avec une vision de son environnement en 3D. Que les tablettes et les téléphones, c'est très près. Donc c'est extrêmement délétère. C'est vraiment un hold-up qui est fait sur le cerveau. Il y a un effet d'hypnose. Et donc c'est des enfants qui sont coupés de leur corps, coupés de leur appétit, ils sont coupés de leurs sensations. Et donc en fait, on va à l'encontre de l'autonomie qu'on recherche. Donc après, il est super agressif, c'est un lion en cage, il est hyper énervé. C'est pas en parlant à l'enfant de la fellation et autres pratiques sexuelles que vous allez le protéger de l'abus. Vous allez déjà l'abuser, c'est-à-dire que vous allez le sidérer dans quelque chose qui n'est pas, il n'a pas la maturité pour métaboliser. Et donc, comme il en aura entendu parler, il risque même, quand un adulte voudra le pratiquer avec lui, de dire « Ah bah oui, je connais, ah bah tiens, je vais essayer ». La parole à poser, elle est simple et elle doit être posée le plus tôt possible. Moi, je l'ai fait dès que mes enfants étaient dans le bain et qu'on parlait, quand ils avaient 1 an et demi, je commençais à leur expliquer, voilà, ton corps, il t'appartient. Personne n'a le droit de toucher ton corps. Même le médecin, il doit te demander. Voilà. 50% des jeunes qui consomment du porno vous disent qu'ils répètent les actes violents qu'ils visionnent. Parce qu'ils sont complètement coupés de leur capacité d'empathie. Donc, en fait, ils ne le métabolisent pas, ils l'avalent tout cru. Et donc, ils le ressortent tout cru. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors avant de commencer, je rappelle à nos auditeurs de ne pas oublier de s'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos actualités. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Suivez-nous aussi sur nos autres canaux, Instagram, TikTok ou Spotify. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors voilà, maintenant, Marie-Estelle Dupont, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Alors merci de votre invitation. D'abord, oui, je suis Marie-Estelle Dupont, j'ai 42 ans, je suis mère de 3 enfants et je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'exerce depuis 18 ans en libéral et j'ai travaillé à l'hôpital à la fin de mes études et puis j'ai quitté l'hôpital en 2009 au moment d'une loi en fait qui a été passée en France et qui a commencé à beaucoup bureaucratiser l'hôpital. Donc je ne m'y retrouvais pas en fait dans ma pratique et j'ai décidé de faire que du libéral. Et puis à côté, j'ai une activité d'écriture, donc j'ai publié 5 livres dans le domaine de la psychologie et je prends la direction d'une collection chez un éditeur français cette année qui s'appelle Albin Michel, chez qui j'ai publié un livre qui s'appelle L'Antimère et là on va lancer une nouvelle collection de psychologie. Et quelle orientation psychologique vous ont particulièrement inspiré au cours de votre carrière? Alors, j'ai eu la chance de faire mes études dans une école en fait qui était une école sur concours et qui nous sensibilisait à beaucoup d'approches. Donc, il y a eu d'une part la découverte pour moi de la neuropsychologie et de toutes les découvertes sur le cerveau qui m'a vraiment passionnée. Et puis, sur le plan de la psychothérapie, j'ai été très inspirée par 2 courants, la psychologie jungienne. Jung exerçait d'ailleurs au Burghozli, qui était un hôpital suisse. Et la psychosomatique, alors l'école française de psychosomatique a vraiment développé tous les liens en fait entre le corps et la psyché avec une vision très holistique de la personne et ça m'amène à accompagner beaucoup de gens qui ont des maladies chroniques, voilà, et à faire le lien en fait entre leur fonctionnement émotionnel et puis les réponses corporelles. Beaucoup de nos auditeurs, téléspectateurs vous ont certainement découvert durant la crise Covid. Vous avez effectivement pris la parole pour dénoncer un certain nombre de mesures qui étaient prises par les gouvernements. Qu'est-ce qui vous a conduit finalement à prendre la parole à ce moment-là de manière critique ? Alors en réalité, ma présence dans les médias n'a pas du tout été anticipée ni planifiée. On a tous été pris de court en fait en France le 16 mars 2020, confinement, la vie s'arrête. Moi à ce moment-là, je suis sur le point d'accoucher de mes 2 derniers enfants. J'avais déjà un petit garçon. Et la télévision m'appelle
j'étais certainement dans leur base de données parce que j'avais déjà publié des livres. Et en fait, ils me demandent de venir au JT pour aider la population en fait à réagir au confinement et comment parler aux enfants, etc., etc. Et ça a fait boule de neige. De fil en aiguille, j'ai été recrutée par différentes chaînes et je me suis retrouvée sur plusieurs radios et plusieurs télévisions. Et en réalité, quand le confinement et les mesures sanitaires sont arrivées, moi, il y a eu quand même un déclic dans ma tête. Je me suis dit, on va vers un contrôle total de la population qui va faire d'énormes dégâts psychiques parce qu'on va traiter tout le monde de la même manière et que les enfants et les étudiants vont énormément souffrir à un moment de leur développement où ils ont besoin d'interaction sociale de ces mesures. Donc, je crains des dégâts collatéraux très importants. Je le craignais, malheureusement mes craintes étaient en dessous de la réalité de ce qui allait se passer, notamment de la vague pédopsychiatrique qu'on a vue à partir de février 2021. Donc j'ai essayé d'alerter dans les médias, de sensibiliser en fait à cette dimension psychique, voilà, et que la santé peut pas être réduite à la circulation d'un virus, que la santé c'est plus large que ça. On a vu des augmentations des tentatives de suicide et des suicides assez rapidement, beaucoup de burn-out, beaucoup de syndromes anxio-dépressifs. Donc moi, j'ai essayé de remonter ces données. Que vous aviez dans la pratique, que j'avais dans mon cabinet au quotidien, qui était confirmé en fait dans les hôpitaux, c'est-à-dire que ce qu'on voyait nous en ville, bah, c'était pareil qu'à l'hôpital Necker, qui est un grand hôpital parisien qui s'occupe d'enfants. On avait plus 600% en fait d'admission d'enfants en pédopsychiatrie. Donc voilà, on a vu vraiment des dégâts psychiques importants. Moi, j'ai essayé de relayer cette information. C'était des dégâts liés à quoi? Liés au masque, liés c'était ou à l'angoisse du moment ou Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord les confinements qui avaient évidemment fait exploser les violences intrafamiliales, c'est-à-dire que des familles qui étaient un peu dysfonctionnelles, mais qui s'en sortaient grâce aux appuis, voilà, le club de foot, la socialisation des uns, etc. À partir du moment où elles étaient en huis clos, il y avait un alcoolisme qui explosait chez un parent, ou la violence, ou des parents qui étaient malades, qui étaient plus suivis, donc qui prenaient plus leur traitement, et du coup une augmentation des maltraitances. Voilà, moi j'avais une patiente dont le père avait été sorti de la cellule familiale avant le confinement parce qu'il était incestueux, qui a été reconfiné avec sa femme et ses enfants. Donc on imagine bien les drames sociaux et psychologiques que ça a pu engendrer. Des femmes battues par exemple qui n'avaient pas de refuge, qui pouvaient pas aller chez des amis. Donc il y avait cette violence qui augmentait. Et puis il y avait pour les bébés, les enfants, les étudiants qui avaient dans leurs besoins vitaux d'aller en classe, d'avoir des interactions sociales, de faire du sport, finalement un repli, un isolement qui était dangereux. À 45 ans, ne pas aller au restaurant ou au cinéma, ça n'a pas d'importance. En revanche, quand on est étudiant, ne pas pouvoir questionner un professeur, être enfermé derrière un écran toute la journée, évidemment que ça fait exploser les addictions, évidemment que ça fait exploser les dépressions. Les tentatives de suicide ont beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, on n'en est pas sorti. C'est-à-dire qu'on croit que parce que les mesures ont été levées, les dégâts se sont arrêtés. Sauf que quand vous avez été arrêté en plein vol dans votre croissance, il y a des dégâts durables. Donc les enfants qui aujourd'hui entrent en CP ou les bébés qui ont eu des retards de langage à cause du masque, qui arrivent en maternelle, etc., ce sont des enfants qui ont raté quelque chose dans leur développement. Et l'être humain, il se construit avec des périodes sensibles, et quand quelque chose est raté à un moment crucial, c'est difficile et c'est long à récupérer. Donc aujourd'hui, on en a encore en fait les effets dans nos cabinets. Et quand vous disiez cela dans les médias, comment ça se passait? Quelle était un peu l'ambiance, l'atmosphère sur ces plateaux? Il y avait aussi, j'imagine, beaucoup de... Enfin, vous aviez une forte opposition au sein des médias. Oui, parce que, si vous voulez, on est dans une société qui est régie par les algorithmes. Donc, quand un clinicien arrive et raconte quelque chose de l'expérience clinique, tant qu'il n'y a pas des études statistiques avec des chiffres qui attestent de ce qu'il dit, ça n'a pas de valeur. Sauf que quand il alerte, on n'a pas encore les chiffres, et quand on a les chiffres, c'est trop tard. Quand on disait attention, sur telle tranche de la population, il va y avoir ça. Sur les personnes âgées, il va y avoir des syndromes de glissement. On avait encore la main. Sauf que quand on vous répond, mais t'as pas les chiffres, t'en sais rien, t'as un biais professionnel parce que tu ne vois que des gens qui vont mal dans ton métier, et qu'on attend les chiffres, une fois qu'on a les statistiques 3 ans plus tard, malheureusement, si les statistiques confirment ce qu'on dit, c'est que le mal est fait. Et les retards de parole, ils sont là, et les ados qui se sont suicidés, on peut pas les récupérer. Donc il y avait cette suspicion
lié au fait que beaucoup de médecins sont habitués maintenant à ne répondre qu'aux statistiques. Parce que leur formation fait que on ne leur enseigne plus la philosophie, on ne leur enseigne plus finalement tout ce qui est clinique et tout ce qui est humain. Donc on les forme avec des QCM et par conséquent, ils n'arrivent plus à avoir une vision holistique et globale de la santé humaine dans son environnement. Donc des choses qui tombent sous le sens et qui paraissent être des évidences leur échappent complètement parce qu'ils ont une vision très morcelée de la réalité et qui regardent un chiffre de circulation virale, ils regardent pas la santé d'une famille. Et puis les journalistes, comme les journalistes ils étaient sur les plateaux télé donc ils n'étaient pas confinés, ils se rendaient pas forcément compte de ce qui se passait pour les personnes qui vivaient vraiment de plein fouet les mesures. Ce que c'est qu'être en télétravail quand on est un couple à Paris qui a 2 jeunes enfants dans 60 mètres carrés et que donc un enfant de 3 ans est toute la journée derrière un écran. Donc ne le percevant pas, ils nous renvoyaient qu'on était alarmiste, qu'on exagérait. Moi, j'ai eu des journalistes qui ont dit « Ah oui, c'est la psy catastrophiste, etc. » Donc, c'était moi l'alarmiste en plus. Et aujourd'hui, malheureusement, les mêmes journalistes reconnaissent que la santé mentale est une cause nationale reconnue par le gouvernement, qu'il y a un véritable problème parce que les psychotropes sont 2 fois plus consommés qu'en 2019 par les jeunes. Mais voilà, en fait, le jour où c'est reconnu, malheureusement, le mal est fait. Mais sur le moment, il y avait une résistance parce que le focus était tellement mis sur le Covid lui-même que on oblitérait tout le reste de la santé. Est-ce qu'il y avait aussi des pressions médiatiques pour maintenir un certain discours au sein des médias ? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que il y avait des rédactions où on disait très clairement. Alors, plus aux journalistes qu'aux intervenants extérieurs, mais on disait quand même attention à pas semer la confusion dans la tête des gens en allant trop contre la parole gouvernementale. Donc le journaliste qui est salarié, il est quand même très embêté parce que il a un vrai conflit d'intérêts. Nous, en tant qu'intervenants extérieurs, on avait la liberté de dire non, je ne veux pas contrevenir à mon éthique et à ma déontologie. Donc, si je ne peux pas dire ce que je vois, je n'y vais pas. Mais effectivement, pour certains journalistes qui auraient voulu dire quelque chose qui était peut-être contraire à la doxa, c'était des situations très compliquées de censure, en fait. On peut pas se mentir. Et vous avez été aussi touché par ça ? On vous a concrètement censuré par moment ou Moi, il y a une antenne qui m'a demandé de ne pas utiliser certains mots. Et puis, il y a eu des antennes où je sais que ce que j'ai dit a déplu, mais on ne m'a pas empêché de le dire. J'ai eu un peu tout le spectre, en fait, parce que je suis passée dans beaucoup de médias différents. Donc, il y a des médias qui ont arrêté de m'inviter, il y a des médias qui m'ont contredit, mais qui m'ont laissé parler. Il y a des médias qui ont dit on ne peut pas employer ces mots-là parce que les gens ne vont plus comprendre. Voilà, il y a eu un peu de tout, mais oui, il y a des rédactions qui vous demandent de vous engager à ne pas aller contre la parole officielle. C'était particulièrement fort, j'imagine, au moment où on parlait du pass sanitaire ou de la vaccination. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, au moment du pass sanitaire, le fait de dire c'est un chantage, comme je l'ai dit, c'est un chantage que l'on exerce notamment sur les plus jeunes qui ne sont pas concernés par la maladie. On ne peut pas empêcher des ados de faire du sport sous prétexte que les parents n'ont pas voulu les injecter. Oui, j'étais évidemment taxée de complotiste, j'étais taxée de psy d'extrême droite, enfin, aucun rapport avec la choucroute en fait. J'énonçais des faits. Et ceux que ça dérangeait me mettaient dans une catégorie qui faisait de mon discours quelque chose de dangereux. Est-ce que vous avez reçu des excuses de la part des journalistes ou bien de collègues qui auraient pu dire du mal de vous pendant cette période-là ? Non. Non, surtout pas. Mais en France, on ne revient pas sur la période Covid. On est toujours dans la fuite en avant dans les médias. Donc on est sur le problème d'après. Il y a très peu de... Il commence à y avoir un peu de mea culpa de certains qui reconnaissent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas dites parce qu'ils ont eu des directives ou des peurs. Mais en revanche, quand vous vous êtes fait traiter, comme je me suis fait traiter sur les plateaux, de sentimentaliste qui fait du prêchi-prêcha, etc., évidemment que j'ai pas eu d'excuses. Mais ça, je m'en fous, moi, à titre personnel. Ce qui m'ennuie, c'est que ceux qui ont essayé d'être secourables vis-à-vis des personnes vulnérables, les bébés, les jeunes, etc., les femmes qui accouchaient
fait avec un masque, on a quand même fait ça. On a quand même empêché les gens d'enterrer leurs morts, je veux dire. Ces gens-là, j'ai pas vraiment réussi à les aider. Moi, qu'on me présente des excuses quand on a dit une grosse ânerie, de toute façon, j'accorde pas d'importance à ce discours-là, donc c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'on n'a pas présenté d'excuses aux personnes à qui on a nui. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde semble avoir oublié un peu ces 2 années de crise. Plus personne ne semble vouloir en parler, comme si c'était un sujet tabou. Alors pourquoi, selon vous, et est-ce qu'on peut considérer ça comme un phénomène d'amnésie traumatique au niveau sociétal ? Il y a eu un trauma collectif. Il y a eu vraiment la vie s'est arrêtée, les repères ont volé en éclats, les gens du jour au lendemain n'avaient plus aucune prise sur leur existence. Donc il y a eu un trauma collectif. Pour reconnaître l'existence d'un trauma collectif, d'un trauma, il faut quelque part pouvoir changer la situation dans le présent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on évite d'y repenser. D'abord, il y a une dimension de honte très importante. On s'en voudrait trop. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, en fait, à se rendre compte qu'on nous a manipulés, qu'on nous a menti. Ensuite, il y a des gens qui sont toujours sous le régime de la peur, qui ne sont pas sortis de cette sidération par la peur. Puisque pour qu'il y ait trauma, il faut qu'il y ait sidération. Pour qu'il y ait sidération, il faut qu'il y ait peur. Donc, il y a ceux qui n'en sont pas sortis. Il y a ceux qui sont un peu gênés de reconnaître qu'ils se sont fait avoir parce que ça froisse un peu l'ego. Il y a ceux qui ont honte parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait du mal alors qu'ils pensaient bien faire. Que ce soit des médecins, des enseignants, etc., qui ont cru appliquer en toute bonne foi des directives et puis qui se rendent compte qu'aujourd'hui, il y a des conséquences négatives. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs et que en France, en tout cas, la population vit tellement de violences successives les unes après les autres. Aujourd'hui, on a une inflation galopante, il y a des préoccupations économiques très importantes, il y a une violence de rue qui augmente, que quelque part, les gens sont pris dans une sorte de fuite en avant, où ils n'arrivent plus à se poser. Comme on va de crise en crise, de catastrophe en catastrophe, ils n'arrivent plus à se poser et à élaborer ce qu'ils ont vécu, en fait. Et puis, il y a aussi un facteur qui joue, c'est la baisse de l'instruction. Quand vous n'avez aucune notion, ni de philosophie, que vous ne savez pas ce que c'est que le totalitarisme, que vous n'avez pas de notion d'histoire, vous voyez pas les mécanismes à l'œuvre. Et moi, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'en fait, le Covid doit nous servir de paradigme. La manière dont la crise a été gérée, je parle pas de la maladie elle-même, moi j'ai pas de compétences scientifiques sur le virus, je remets pas en cause le virus. Mais la gestion de la crise doit nous servir de paradigme pour comprendre comment aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, on veut apporter une réponse uniformisée, centralisée et totalitaire à tous les problèmes, à toutes les problématiques qui arrivent dans une société, que ce soit écologique, économique, sanitaire, etc., etc. Et si les gens reviennent sur le Covid et comprennent les ficelles qu'on a activées, la peur, l'ostracisation, etc., etc., le clivage, la division dans les familles, l'entreprise qui prend le relais du gouvernement pour imposer des mesures, etc., on va comprendre ce qui se passe quand on veut résoudre la crise climatique, les crises géopolitiques, etc., etc. Et si les gens le font pas, ce travail introspectif, ils risquent de se refaire manipuler, en fait. Vous avez employé le terme totalitaire. Vous pensez donc que c'était une période totalitaire ? Le propre du totalitarisme, c'est que il exerce un contrôle total et il domine les corps. Donc je pense que dans la crise sanitaire, on a vu dans toute son ampleur le totalitarisme, c'est-à-dire qu'on a joué à saute-mouton avec l'autorité parentale, on a joué à saute-mouton avec le contrat social. Le contrat social reposait sur les libertés fondamentales et on est passé dans un régime d'autorisation, où il est normal d'avoir une autorisation pour faire quelque chose, au lieu de dire les libertés fondamentales ne sont pas remises en cause, et dans certains cas, voici ce qui est recommandé dans un moment d'exception. On a eu en fait une remise en cause de notre contrat social, de notre société qui est fondée sur les libertés en fait fondamentales et sur la dignité de l'être humain. Cette dignité a disparu. On était un cas positif ou négatif. La citoyenneté était conditionnée à une injection dont la validité était de 3 mois. Donc on a redéfini le contrat social, mais sans prévenir et sans demander aux gens. On a redéfini la santé, qui est définie par l'OMS comme un état d'équilibre global, psychologique, physique et social, par l'OMS.
on a changé la définition de la santé qui était un chiffre de circulation virale. Vous étiez en bonne santé si vous évitiez un virus. Et en fait, ce système de substitution sans demander leur avis aux gens, c'est du totalitarisme. Quand vous exercez un contrôle sur les corps, c'est du totalitarisme. Et qu'est-ce que cela révèle, selon vous, de l'état général des sociétés occidentales? Comment on a pu finalement arriver jusque-là, accepter finalement ce type de dérive que vous décrivez? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs et qu'en réalité, ce serait une erreur de penser que le Covid était le début de quelque chose. Je pense que la gestion du Covid est l'aboutissement de quelque chose qui est là depuis... depuis 40 ans, mais même depuis bien avant. Il faudrait revenir même depuis peut-être le moment où, quand Husserl parle de cette substitution du positivisme scientifique à la place de la philosophie dans les sociétés occidentales, c'est très important. Parce que, en fait, pour moi, c'est le début de la désacralisation et de la déspiritualisation de l'Occident. Or, une population qui n'a plus de transcendance est une population psychiquement vulnérable. Parce que tant que vous avez une espérance, tant que vous croyez que quelque chose vous dépasse, vous ne pouvez pas accorder un pouvoir absolu à quelque chose d'humain, que ce soit une idéologie, que ce soit la technologie, que ce soit les médecins, que ce soit les politiques. Vous savez qu'il y a quelque chose au-dessus. Mais s'il y a quelque chose au-dessus, ça veut dire aussi que la vie est sacrée. Donc il y a des choses que vous n'allez pas tolérer. Donc il y a la déspiritualisation qui a joué, qui ont fait que comme l'être humain, il a besoin de croire, ça s'est prouvé par toutes les études d'éthologie, en fait le mammifère a besoin de croire que quelque chose de bon existe, même un petit singe. Un petit singe, il va faire une dépression s'il a plus de figure maternelle, alors qu'il peut aller bien en étant privé momentanément de nourriture. Et nos sociétés ont voulu redéfinir l'homme uniquement par ses besoins matériels et caloriques. En fait, pendant le confinement, c'était vous avez à manger, donc tout va bien. Et quand on définit l'homme uniquement par sa condition quelque part de consommateur et de contribuable, on le déspiritualise, on le réduit à quelque chose d'exclusivement matériel, qui le rend très manipulable, d'abord, et qui justifie tout est possible si la vie n'est plus sacrée. Tout est autorisé, tout est permis. Ensuite, le deuxième facteur pour moi, qui vient juste après, c'est la baisse du niveau de l'instruction. Pour qu'il y ait démocratie, il faut des individus pensants. Pour penser, il faut de la connaissance. Et aujourd'hui, les sociétés occidentales, elles sont tellement à la fois bureaucratisées et algorithmisées qu'en fait, le savoir n'a plus de valeur. C'est-à-dire que l'autorité n'est plus légitimée par le savoir et la connaissance. Donc on nous assénait des vérités qui étaient subitement absolues alors que 15 jours avant, on nous avait dit le contraire, et on n'avait pas le droit de le discuter. Donc en fait, le savoir n'a plus de valeur. Si le savoir n'a plus de valeur, ça veut dire que l'école est un lieu de conditionnement et plus un lieu d'instruction. Et on le voit, parce qu'aujourd'hui, l'école n'est plus un rempart aux idéologies. Elle est poreuse à l'idéologie en France. Toutes sortes d'idéologies, mais l'idéologie pénètre dans l'école. Ce n'est plus le savoir qui est au cœur. Donc une population qui a... Ma génération, on n'a pas beaucoup de notions d'histoire, on n'a pas beaucoup de notions de philo, on n'a pas appris grand-chose de l'expérience totalitaire du XXe siècle. Mais par contre, on a des moyens technologiques qui permettent que le totalitarisme n'ait pas besoin de passer par une police dans la rue, même si on l'a eu, la police dans la rue. Donc ça rend aussi les gens fragiles. Moins de connaissances, ça veut dire moins d'esprit critique et donc moins de recul par rapport à ce qu'on nous dit. Donc une emprise majeure des chaînes d'infos qui font tourner en boucle des choses très anxiogènes. Donc il y a déjà ces deux facteurs, spiritualité et connaissance. Et puis je pense qu'on a beaucoup joué sur la peur de l'ostracisation et le besoin d'appartenance. L'expérience de Milgram, elle montre que dans une population donnée, environ 85% des gens vont adhérer au discours dominant dès lors qu'il est assumé par une personne qui est en position d'autorité et rationalisé au nom du bien. Donc en gros, on peut faire à peu près n'importe quoi à quelqu'un qui n'est pas du tout un psychopathe, qui est un citoyen lambda, plutôt honnête homme, dès lors qu'on lui explique que c'est pour le bien de la collectivité et que finalement l'autorité qui donne la consigne en assume en quelque sorte la responsabilité, que les gens vont se départir de leur sens moral, de leur surmoi et peuvent appliquer des choses complètement absurdes. Et ça, on l'a vu, en France, on avait des gens qu'on croyait être des gentilles personnes qui se sont mis à dénoncer des étudiants, etc., etc.
Donc l'esprit critique va tenir chez une minorité de gens qui vont dire c'est pas grave si je suis seule à penser comme je pense, c'est pas grave si momentanément il y a des choses que j'ai plus le droit de faire, je tiens bon sur mes convictions, je tiens bon sur mes perceptions. C'est pas la majorité des gens. Donc Et ces gens-là, qu'est-ce qui les distingue? C'est quoi, un ancrage plus fort? C'est une éducation différente? C'est 15%. Il y a plusieurs facteurs. Il y a évidemment la force morale, le fait d'être capable de faire fond sur soi-même et de supporter la solitude. Il y a le fait d'avoir compris et analysé les mécanismes à l'œuvre dans toutes les situations d'emprise. Quand vous avez fait face à une famille où il y a de l'emprise, où il y a de la manipulation, où il y a du chantage, où le mensonge devient la vérité, où le bien devient le mal et le mal devient le bien, si vous l'avez analysé, si vous avez dézoomé, quand vous y êtes à nouveau confronté, vous avez une immunité, vous le reconnaissez. Ce qui a été votre cas, vous le dites dans votre livre. Ouais. Moi, j'ai été enfermée par une mère complètement psychopathe. Donc, quand j'ai vu qu'on enfermait les enfants, j'ai eu très peur pour eux parce que je me suis dit, mais la société devient une famille toxique avec les jeunes, en fait. On est plus secourable. Normalement, quand il y a la guerre, il y a des chartes de protection des mineurs. Et nous, on nous disait qu'on était en guerre contre le virus et il n'y avait pas de protection des mineurs. Alors que c'était pas une maladie pédiatrique. Donc, quand vous y avez été exposé, si vous l'avez analysé, vous avez une immunité. Si vous y avez pas été exposé, vous êtes vulnérable. Si vous y avez été exposé mais que vous en êtes pas sorti, vous allez être un petit peu comme une victime de secte. Vous allez vous relaisser manipuler par la peur, en fait. Il y a aussi les ressources spirituelles. Finalement, les gens qui croyaient en quelque chose de plus grand, la peur ne prenait pas sur eux. Voilà. Puis il y a la force de caractère aussi. Et dans ce sens-là, on peut aussi considérer que cette période Covid a été une opportunité d'éveil pour beaucoup et que aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes ayant pris conscience des problèmes durant cette période ne se le laisseront plus avoir, entre guillemets. Je pense que pour un certain nombre de gens, il y a eu une désidéalisation douloureuse mais salutaire, aussi bien de la classe politique que de la classe médiatique. C'est-à-dire que là où ils se laissaient peut-être parfois départir un petit peu de leur jugement, ils se sont dit mais il faut quand même faire attention, l'État n'est pas forcément toujours notre ami. Et ils l'ont vraiment vécu dans leur chair, ils l'ont vécu concrètement, puisqu'on a confisqué l'autorité parentale, etc., que les familles ont été prises en otage. Donc oui, chez un certain nombre de gens, il y a eu un éveil brutal, et puis il y a des gens qui auraient pas pu tolérer cette confrontation en fait à la vérité trop douloureuse de l'État ne veut pas forcément mon bien, et qui eux se sont plongés dans le déni parce que ils étaient pas peut-être pas suffisamment outillés psychologiquement pour faire face à ça, et que finalement un être humain à l'adolescence est supposé désidéaliser un peu ses parents pour pouvoir garder ce qui lui correspond et remettre en cause ce qui lui correspond pas. Les gens qui n'ont pas pu faire ça, ils ont du mal à le faire plus tard avec le patron ou avec l'État. Ils ont du mal à garder une liberté, un esprit critique et dire ça je prends pas. Au niveau peut-être plus individuel, vous avez parlé de trauma. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur cette idée de trauma, sur ce qu'est un trauma, et finalement comment les identifier au niveau individuel? Ça peut être utile pour les gens qui nous écoutent de se dire ok, peut-être que j'ai jamais fait de psychothérapie, comment je peux identifier ça, quoi? Alors, un traumatisme, par définition, que ce soit un traumatisme physique, un choc ou un traumatisme psychique, c'est ce qui fait effraction. Le trauma, c'est ce qui vient rompre l'équilibre d'un individu en effractant ses frontières, en effractant ses limites, et qui donc va dépasser ses capacités d'adaptation et de régulation émotionnelle. On a tous une fenêtre de tolérance au stress, dans laquelle on peut être activé sans être traumatisé. Vous préparez un concours, le jour du concours, vous êtes stressé, vous palpitez un peu, vous transpirez un peu, vous avez un peu les idées confuses, mais vous restez dans votre fenêtre de mobilisation, vous n'êtes pas traumatisé, et après l'épreuve, vous allez être un peu fatigué, vous allez dormir, et puis vous allez vous remettre de ce stress qui a été mobilisateur et qui vous a permis de surmonter un obstacle de manière finalement salutaire pour vous. Quand vous dépassez votre fenêtre de tolérance au stress, parce que vous subissez une agression dans la rue, parce que vous apprenez brutalement le décès de quelqu'un,
vous sortez de votre fenêtre de tolérance et donc là, vous êtes hyper activé. C'est-à-dire que votre cerveau va envoyer, pour surmonter l'épreuve, une douche hormonale, des hormones de combat, très importantes. Sauf que si ce stress est aigu, ça va, vous allez redescendre et revenir à la normale. Si ce stress est chronique et répété, un enfant qui est maltraité dans sa famille, une personne qui subit, une personne dans un pays en guerre qui subit des viols à répétition, etc., des mesures qui sont contraires à vos besoins fondamentaux, le besoin de sortir, le besoin d'interagir avec des gens à un âge où c'est indispensable, particulièrement indispensable, parce que ça l'est pour tout le monde. Votre cerveau ne peut pas rester dans un régime d'hyperactivation parce que qu'est-ce que vous risquez? Sous l'effet de ces hormones de stress, vous risquez un accident vasculaire. Donc, vous avez certainement déjà entendu des témoignages de personnes qui ont été violées et qui vous disent à un moment donné, j'ai eu un blackout et je me suis dédoublée. Dissociation. Et je me suis j'ai vu la scène et je ne pouvais pas réagir. Pourquoi la personne ne peut pas réagir? Parce qu'en fait, si elle réagit, elle risque de se faire tuer par l'agresseur. Donc c'est aussi un mécanisme de protection, la dissociation. Et en fait, à ce moment-là, il y a d'autres hormones qui prennent le relais, qui vont encapsuler les hormones de combat pour les faire taire, et qui vont être des hormones anesthésiantes, comme de la drogue. Votre corps fabrique, la nature est bien faite, votre corps fabrique de l'anesthésie. C'est de la kétamine, c'est des hormones qui fonctionnent comme la morphine. Vous êtes coupé de vos ressentis, vous ne pouvez plus, vous savez que vous devez vous défendre, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes en anesthésie. Et en fait, on a cru que les enfants s'adaptaient, ils se plaignent pas, à leur âge, le masque c'est un jeu, ils sont très contents de pas aller à l'école. Alors qu'en fait, ils étaient en train de passer en hypoactivation. C'est-à-dire, je n'ai aucune prise sur la situation. J'ai 8 ans, je ne peux pas confronter mon père ou ma mère, je ne peux pas fuir l'école. Donc, je passe en hypoactivation, je fais pas de vagues. Je souris plus, je parle plus, je ris plus, je ressens plus rien. Parce que je n'ai pas de prise, je n'ai pas de moyen de m'échapper. Donc si j'ai pas de moyen de m'échapper, je dois simplement me protéger de la douleur. Et donc on a confondu chez les enfants le fait qu'ils s'adaptent avec le fait qu'ils se suradaptent. L'adaptation, c'est très bien. On en a tous besoin. Faire un petit effort à l'école pour supporter que on choisit pas son voisin à côté de qui on est assis, c'est très bien. La suradaptation, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, ils se sont coupés de leurs besoins, ils se sont coupés de leur perception pour pas être en contradiction avec les figures d'autorité et d'attachement dont ils ont vitalement besoin pour leur survie. Et du coup, ça a laissé des séquelles. C'est des enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école. C'est des enfants qui n'ont plus d'appétit. C'est des enfants qui font des cauchemars. Sauf que sur le moment, on n'a pas vu qu'ils étaient traumatisés. Et il y a des adultes et même des médecins qui ont dit, non, tu vois, ils n'ont pas de symptômes, ils le vivent très bien. Donc, c'est important de repérer que quelqu'un de traumatisé, c'est quelqu'un qui peut fonctionner parfaitement normalement. C'est un robot. La personne, elle est adaptée. Mais il y a une anesthésie affective, elle ressent plus d'émotions, elle a plus de plaisir, elle a plus de désir. Voilà. Et puis il y a aussi des symptômes plus brillants, évidemment, qui peuvent être après un viol ou après les mesures sanitaires. Il y a eu des troubles alimentaires, etc. Donc il y a des symptômes visibles, mais il faut pas se laisser leurrer. Parfois, un trauma, il se manifeste par une absence de symptômes, mais quelqu'un qui est finalement complètement dissocié de sa vie émotionnelle. Est-ce qu'on peut pas élargir ce phénomène à l'ensemble de la société? J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont plus rien à faire de ce qui peut leur arriver, qui ont une espèce d'indifférence comme ça. Alors ça, en fait, on l'a vu assez tôt en France. Pour moi, on l'a vu dès 2021. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel épuisement nerveux parce que les mesures, tout changeait tout le temps. Les protocoles dans les écoles d'accueil des enfants, ça changeait toutes les semaines. Donc vous imaginez pour les enseignants. Donc en fait, on a tellement brassé les repères, on a tellement changé sans arrêt les points d'appui des gens, qu'à partir de 2021, il n'y a plus de colère. Enfin, dans une minorité de la population, il y avait de la colère, évidemment, mais chez beaucoup de gens, moi, j'entendais « Non, mais c'est bon, je comprends plus rien, moi, j'arrête de réfléchir, je fais ce qu'on me dit. » Donc, on était passé en hypoactivation avec des gens résignés. Mais comme ils étaient dissociés de leurs émotions, ils étaient aussi dissociés des émotions indispensables à l'unité sociale. Ces émotions, c'est l'empathie.
c'est être secourable à des enfants qu'on voit en souffrance ou à des personnes âgées qui sont en train de mourir de chagrin. C'est aussi être en colère quand quelque chose est légalisé mais pas légitime. Et en fait, quand on est dissocié, on n'a plus ces réflexes. La maman dissociée, elle protège pas son petit parce qu'elle ressent plus la colère qu'on lui fasse du mal. Elle ressent plus d'empathie. Donc c'est ça le danger d'avoir une population dissociée, c'est qu'une population dissociée, elle est robotisée. Et donc elle peut faire n'importe quoi et elle est manipulable. Et pour sortir de ça, quel est le processus pour se guérir de ça, autant au niveau individuel qu'au niveau sociétal? Moi, je suis psychothérapeute, je peux aider les gens à guérir de traumas individuels. Si j'avais le moyen de guérir la société française, mon Dieu, comme je serais heureuse. Malheureusement, la société française, elle est malade et traumatisée et j'ai pas la clé. Ce qui est sûr, c'est que la réponse ne viendra pas. Il faut jamais penser que celui qui vous a traumatisé va vous guérir du trauma qu'il vous a infligé. Je dis ça, je dis rien. À titre individuel, d'abord, faut identifier le trauma, c'est-à-dire qu'il faut attester, authentifier avec la personne qu'elle a vécu ce trauma. Si vous voulez, tant que vous avez vécu un trauma et que votre entourage vous dit « mais non, mais c'est pas grave, mais on a vécu pire, mais tu sais, il y a d'autres gens qui ont vécu des choses similaires, ils s'en sont très bien remis », vous êtes dans le déni de la souffrance. Tant que vous êtes dans le déni de la souffrance, la personne vous l'a retraumatisée. Donc nous, notre rôle de thérapeute, c'est de dire, d'authentifier la souffrance, de pas demander à la personne de se justifier. Ça t'a fait violence, peut-être que quelqu'un d'autre, ça lui aurait pas fait violence. Toi, ça t'a fait violence. Et c'est OK. Maintenant, qu'est-ce que ça te fait? Et qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Donc c'est pas, je vais te faire revenir à l'état d'avant, c'est comment tu vas transformer ça pour pouvoir l'intégrer à ton expérience de vie et avoir une croissance traumatique. C'est pas je vais annuler, tu vas revenir à l'état d'après, je vais annuler le viol, je vais annuler la perte, je vais annuler la maltraitance. Non, c'est on va l'intégrer, ça ne va plus te sidérer, ça ne va plus te faire perdre tes moyens. Donc on va avoir des techniques pour décharger émotionnellement. Et cette expérience de vie, elle fait partie de ton récit de vie. Elle participe à celui que tu es ou celle que tu es en train de devenir. Qu'est-ce que tu en fais? J'ai beaucoup de contacts avec une jeune femme qui a été violée il y a un peu plus d'1 an par un OQTF et qui a créé une association pour venir en aide aux victimes de violences de rue. Elle, sa résilience, c'est ça. C'est je peux pas revenir à avant. Cette peur, maintenant, elle est en moi. Mais je la transforme en essayant d'aider les autres. Donc en fait, l'idée vraiment pour guérir, c'est comment je surmonte dans une croissance traumatique, comment j'intègre mon expérience. Moi, l'expérience de la maltraitance familiale, je l'ai transformée, j'ai fait un livre, j'accompagne des gens. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur par rapport à ça. Ça ne détruit plus mon estime de moi. Voilà. Donc on décharge le trauma, on peut pas l'annuler, et on le transforme. Peut-être beaucoup de gens, disons, font un manque de distinction entre la résilience et le traumatisme. Enfin, comment distinguer ces deux-là? Entre la résilience et l'adaptation. Et l'adaptation, oui, pardon. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je revenais sur le fait qu'il ne faut pas se laisser berner par une absence de symptômes. Quelqu'un de suradapté est souvent quelqu'un de traumatisé. Parce qu'il veut faire plaisir, parce qu'il a peur d'être rejeté, il a peur d'être humilié. Et donc, il va se suradapter à des demandes qui sont contraires à ses besoins, et il va fonctionner comme un robot. Et donc les gens vont dire il est résilient, là où en fait la personne elle est complètement coupée d'elle-même. Et bon, il semble que beaucoup de gens ont des traumas, je pense, plus ou moins grands dans leur vie, il y a eu des problèmes. À partir de quand on peut considérer que quelqu'un est normal, entre guillemets? Qu'est-ce qu'un être humain normal? Où est le curseur de la normalité, si on veut? Alors déjà, comment on considère que quelqu'un est guéri? On considère que quelqu'un est guéri quand il est plus dissocié de ses émotions et que le trauma ne le pilote pas. C'est-à-dire que une femme est guérie d'un viol quand elle peut reprendre le cours d'une vie affective et sexuelle normale et ne pas voir en chaque homme un violeur. Voilà, tant qu'elle est encore pilotée par le trauma, elle va garder cette peur. Un être humain normal... C'est une question difficile. On peut dire qu'un être humain en santé, c'est un être humain qui est capable d'aimer et de travailler. C'est-à-dire c'est un être humain qui est capable d'établir des liens affectifs parce que on a besoin de liens pour notre survie. Donc si on n'arrive pas à établir des liens affectifs, finalement il y a un besoin qu'on n'arrive pas à satisfaire. Donc établir des liens affectifs et pas seulement des liens sociaux, vraiment des liens émotionnels. Et puis être en capacité de travailler, c'est-à-dire de
de s'adapter à la réalité extérieure et de la transformer, de trouver un équilibre entre ce que je subis de la réalité extérieure et la manière dont je la transforme. Alors vous soulignez aussi dans votre livre que les sociétés occidentales sont néfastes pour les enfants. Alors on en a déjà évoqué certains éléments, sans doute, mais est-ce que vous pourriez encore développer finalement pourquoi néfaste ? Ce qui est très frappant, alors je pense que la psyché collective et l'humanité a d'une manière générale encore beaucoup de travail à faire. On a commencé à en faire un, mais on n'a pas fini ce travail de maturité qui fait que l'enfant a sa juste place. Je dis pas qu'il l'avait au Moyen-Âge, mais on a encore un gros travail à faire parce qu'on est dans des sociétés, les sociétés qui se disent, qui ont la prétention de se dire progressistes, sont, à mon sens, des sociétés assez obscurantistes parce qu'elles n'acceptent pas la réalité scientifique qui est qu'un enfant n'est pas un adulte. Et qu'un enfant, c'est une personne, c'est pas une variable d'ajustement. C'est un être en plein développement et totalement dépendant, qui ne peut donc pas être livré à lui-même en lui autorisant tout sans aucun cadre et sans aucun interdit, parce qu'il ne sait pas quoi faire de sa liberté le dépasse. La liberté, ça s'exerce, et donc pour ça, il faut du discernement. Et qui n'est pas non plus un enfant martyr qui serait la variable d'ajustement ou la propriété de ses parents. On n'a pas encore trouvé la juste place de l'enfant parce que je crois que c'est difficile pour nous d'accepter que nous leur devons tout et que leurs besoins sont nos devoirs. Qu'un bébé humain a besoin de sa mère. C'est pas la peine de se raconter des cracks en pensant que c'est formidable de confier son gamin à 2 mois et demi. Le bébé humain a besoin de sa mère, et en réalité, la mère a besoin de son bébé. Elle est hormonalement programmée pour avoir envie de s'occuper de son bébé. Mais on lui met dans la tête qu'être une femme libre et indépendante, c'est laisser l'enfant à la crèche et vite retourner en entreprise. Mais en fait, c'est peut-être pas ça, la santé humaine. Peut-être que la santé humaine, c'est que dans les premiers mois de la vie de l'enfant, la mère n'ait pas d'autre souci que celui de récupérer de son accouchement et de s'occuper des besoins de son bébé. C'est pas dégradant. C'est en fait la transmission de la vie, et c'est très beau. Donc je pense qu'on a du mal dans nos sociétés à donner sa juste place aux besoins de l'enfant qui progressivement vont lui permettre de devenir autonome. Mais le cerveau, il se développe jusqu'à 24 ans. Donc moi, quand j'entends des gens me dire ils sont autonomes tes enfants ? Ils ont 4 ans et demi, donc globalement, ils sont pas autonomes, non ? Et c'est très bien qu'ils soient pas autonomes. Et on le voit dans la prise en charge absolument honteuse de l'accueil des tout-petits. Aujourd'hui, on a 1 adulte pour 8 enfants dans les crèches publiques. On le voit à l'école, où en fait, si on suit les découvertes des neurosciences et du développement de l'intelligence, les écoles maternelles aujourd'hui sont inadaptées. L'intelligence abstraite, elle se développe après l'intelligence concrète. C'est-à-dire que la pensée est une action intériorisée et que pour pouvoir penser et manipuler des concepts qui sont des objets abstraits, il faut que l'enfant il ait manipulé le réel. C'est un être qui a 5 sens, l'enfant. Et donc si on le met dans une classe avec interdiction de bouger, il ne peut pas développer son intelligence. À 3 ans, un petit garçon, une petite fille, ils ont besoin de bouger, de comprendre les rythmes, de s'orienter dans l'espace, de contrôler, de maîtriser l'environnement physique et domestique pour arriver à supporter la frustration, à patienter, à être fier de lui. Et quand vous voyez qu'un enfant est capable de faire des tâches domestiques, aujourd'hui les études le montrent, vous vous rendez compte que plus tard, ce sera un élève qui aura de meilleures performances académiques, il sera plus patient. S'il est plus patient, il est plus à même d'avoir des apprentissages difficiles. Et il aura plus confiance en lui, donc il ira plus vers les autres. Donc il aura une meilleure socialisation. Et aujourd'hui, on a créé des écoles où, en gros, les enfants de 3 ans, ils ont le droit de bouger pendant le quart d'heure de récré. C'est une aberration. Oui, ils commencent déjà à faire des petits calculs mathématiques selon les classes, selon les pays, où c'est directement dans l'abstraction aussi. Oui, alors qu'on peut très bien apprendre les mathématiques avec des objets, avec des cubes. Des cubes de taille différente, ça vous apprend les proportions. Tiens, dans ce cube-là, je peux mettre 2 cubes comme ça. Donc, il faudrait revenir en fait au stade de développement de l'enfant, de l'intelligence qui a été décrite par Piaget, etc., par plein de psychologues. On a beaucoup de matériel, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on s'en sert pas. L'intelligence, elle est d'abord sensorimotrice, et seulement après, elle devient abstraite et logico-mathématique.
C'est ce qu'ont compris certaines pédagogies alternatives, hein, notamment. On parlait en aparté de Montessori, de Steiner, enfin d'autres encore. Oui, alors les découvertes de Maria Montessori, elles sont incroyables parce que cette femme, donc qui était psychiatre et qui travaillait avec des enfants handicapés, s'est rendue compte qu'avec la pédagogie qu'elle avait mise au point pour des enfants handicapés, les enfants qui n'étaient pas handicapés apprenaient mieux et plus vite avec cette méthode-là que les enfants qui étaient dans le système classique. Et en fait, elle est partie du principe que l'éducation devait être une aide à la vie et que pour construire la paix dans la société, il faut enseigner tout de suite à l'enfant la collaboration avec les adultes et avec ses pairs et non pas la compétition. Donc en fait, dans une classe de maternelle Montessori, les enfants vont être amenés à travailler avec la maîtresse et avec les pairs. Ils vont pas être tout seuls derrière un pupitre avec une maîtresse qui compare les travaux de chaque enfant sans que les enfants puissent interagir. Et ça leur donne en fait une confiance en eux. Et il y a un système de confiance mutuelle avec l'adulte qui est une personne qui a autorité, mais autorité au sens le plus noble. J'ai autorité sur mes enfants parce que je suis au service de mon enfant. Je dois l'élever, je ne dois pas l'écraser. Je dois l'éduquer au discernement et à l'exigence de la liberté. Je ne dois pas le soumettre. Voilà. Et je pense qu'en fait, en France, on a glissé entre une autorité qui élevait, avec une école qui permettait à toutes les classes de la société d'acquérir des savoirs et de monter dans la société. Ça, c'était l'époque de mon grand-père. Il a bénéficié de l'ascenseur social. Il venait d'une classe très très basse. Il a réussi parce que son maître lui a enseigné les mathématiques et voilà, il a pu faire une belle carrière. Aujourd'hui, on veut tout niveler par le bas pour pas mettre en difficulté les élèves qui ont du mal. Mais par contre, on est dans la coercition. Tu vas pas sortir de ton rond à la craie dans la cour parce que le virus circule. Donc on a remplacé les interdits structurants par des interdits qui sont déstructurants, qui sont rabaissants et qui soumettent. Alors que l'interdit, il doit élever. L'interdit que je pose en tant que maman, c'est un interdit que je m'impose aussi. Et c'est par l'exemple que mon enfant bénéficie de mon autorité. Et aujourd'hui, on a basculé dans l'autoritarisme, et c'est ça que je déplore. Avec aussi, actuellement, un éclatement des structures sociales traditionnelles, notamment au niveau de la famille. Donc ça, sans émettre de jugement de valeur, je pense que c'est un constat clair dans nos sociétés occidentales. Et cet éclatement de la famille traditionnelle, finalement, pour vous, quel impact ça a sur le développement de l'enfant ? En fait, quand vous regardez l'évolution de la société, au moment où la société de consommation... En fait, après la guerre de 40, on a l'espoir que plus jamais il y aura de totalitarisme et que plus jamais il y aura de dictature, parce que le progrès technologique est politiquement neutre, idéologiquement neutre, et qui va nous apporter la démocratie, la croissance, la liberté, etc. Sauf qu'on va basculer dans la société de consommation, dont le mantra est « jouir sans entrave ». Jouir sans entrave, ça veut dire ne pas se poser d'interdit. Ne pas se poser d'interdit, c'est ne pas se poser de limites. Si pour les adultes tout est permis, comment on fait pour éduquer les enfants ? Donc on met, déjà à ce moment-là, on nie la différence des générations. Hein. Les années 70, tout est permis, c'est pour que les adultes se permettent des choses interdites sur des mineurs. Hein. Donc on jouit sans entrave, on pète la différence des générations, et on casse la figure du père. Mais quand on casse la figure du père au nom de le patriarcat, c'est pas bien, en réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les règles sociales, parce que lui-même s'y soumet, etc., est mis de côté et qu'on dit non mais on n'a pas besoin d'un père pour faire des enfants. Qui est en première ligne ? Qui va être en danger ? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite ? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père. On a dit c'est bon, les femmes, elles peuvent tout gérer. Résultat, les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante. Et donc forcément, elles ont moins envie d'enfants. Parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est-à-dire que c'est bien joli de vouloir casser la figure du père, mais ensuite vous allez casser la figure de la mère, et c'est l'enfant qui en paye les pots cassés.
parce qu'il a moins d'attention, parce qu'une maman qui est toute seule, elle peut pas tout faire. Et donc, évidemment qu'il vaut mieux une maman toute seule qu'une maman qui reste avec un père violent et qui la frappe. Mais quand on casse cette idée d'inclusion réciproque et de complémentarité entre l'homme et la femme, on expose l'enfant à être extrêmement manipulable aux idéologies du monde extérieur, parce qu'en fait, on lui dit « Non, mais de toute façon, les racines, les traditions, les mémoires, c'est nul. Et donc, tu vas être recréé selon le fantasme transhumaniste de l'homme nouveau. » Mais sauf qu'on ne peut se libérer, on ne peut s'affranchir que de ce qu'on connaît. Donc, un enfant, il va pouvoir s'affranchir d'un milieu familial peut-être très imparfait, voire très toxique, que s'il connaît ses origines, que s'il connaît son histoire. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement où, en fait, en brisant la famille, en disant que les traditions, ça ne vaut rien, et en uniformisant la réalité avec de l'idéologie, on empêche l'enfant d'être réellement libre. On l'empêche de dialectiser, de conflictualiser, de dire ça je prends pas, et on crée une guerre entre les générations. Y avait-il pas un besoin quand même de remettre en question cette figure masculine, violente, dominante, etc., pour le bien-être de la famille, à un moment donné? Mais remettre en question, c'est essentiel. Mais là, c'est pas de la remise en question. Là, on est en train de mettre dans la tête des jeunes qu'il faut pas faire d'enfants, qu'au nom de l'écologie, il vaut mieux s'abstenir. C'est pas qu'il y ait eu des stades dans l'évolution avec leur travers. Le matriarcat avait ses travers dans certaines sociétés primitives. Le patriarcat a évidemment ses travers. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas dans la remise en question, on n'est pas dans le peaufinage, on n'est pas dans l'amélioration. On est dans une... C'est bien de détruire, mais qu'est-ce qu'on propose derrière? Et moi, plutôt que de dire tout est mauvais dans le patriarcat, je voudrais qu'on se rende compte aussi qu'on a un petit peu confondu le patriarcat et la société de consommation. En fait, c'est pas le fait que le père ait une parole effective dans la famille qui est respectée qui est dangereux. C'est le fait que la société demande aux femmes d'être dans des entreprises où elles doivent se comporter comme des hommes pour être reconnues. Ça, c'est ultra toxique. Ça, c'est très dangereux. Donc, en fait, je pense qu'il y a une confusion entre certaines choses du modèle traditionnel qui n'étaient pas à jeter, qui étaient à améliorer, mais qui n'étaient pas forcément à jeter, et un système économique ultra violent, où en fait les hommes ne peuvent plus assumer une famille économiquement quand la maman vient d'avoir un enfant, et du coup on demande aux femmes d'être au four et au moulin, et on permet plus qu'il y ait cette complémentarité entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont obligées de se conduire comme des hommes, au détriment de leur santé. Je sais pas si j'ai été claire. Absolument, et à cela s'ajoute encore tout un environnement électronique. Il y a les écrans qui s'ajoutent, qui n'existaient pas aussi avant, et qui souvent peuvent être considérés comme un outil pour calmer l'enfant, dont on n'arrive pas à calmer. Alors on lui met un iPad dans les mains à 3 ans. Ça aussi, finalement, qu'est-ce que vous en pensez de cette numérisation de la société par rapport au développement de l'enfant? Elle participe à la désincarnation. Je voudrais juste finir, avant de refermer la parenthèse sur la question précédente. Je pense aussi qu'il y a eu un problème, c'est que d'un côté, on a émancipé la femme, et c'est évidemment très bien que les femmes travaillent, etc., si elles le souhaitent, mais on n'a pas fini le boulot. C'est-à-dire qu'il y a une grande hypocrisie dans la société libérale, au sens où, en réalité, si la femme souhaite ou doit travailler, les modes de garde ne sont pas en place. Ils sont déshumanisants. Donc il y a des femmes qui ont besoin de travailler économiquement, mais qui savent bien que l'enfant va être maltraité dans la crèche. Et ça c'est toujours sur les mamans que ça pèse. Finalement, on est peut-être allé trop dans l'excès de casser l'homme au lieu de le responsabiliser. Mais moi, je veux pas des hommes plus féminins, je veux des hommes plus protecteurs. Et là, je pense qu'il y a eu un raté, mais la psyché humaine, elle fonctionne par essai-erreur.
Mais là, il y a eu une impasse, là, il y a eu un raté. Il faut qu'on soit dans la complémentarité, je reviens toujours sur ce terme, plutôt que dans l'opposition, parce qu'on a besoin les uns des autres. Sur les écrans, en fait, quand on est dans une société de consommation, on n'a pas de temps, on vise la performance. On n'a pas de temps, en plus maintenant il y a de l'inflation, donc la télé va servir de nounou, parce que ça coûte trop cher d'avoir une nounou. Et puis si vous faites moins d'enfants, vous n'avez pas des enfants qui jouent, donc un enfant unique, il est plus mis derrière un écran. Moi j'ai des jumeaux, franchement j'utilise quasiment jamais les dessins animés maintenant, parce qu'ils jouent, ils sont en âge de jouer tout seul à 4 ans, ils peuvent jouer pendant que je prépare le repas, donc je pense aussi que plus l'individu est isolé, plus la technologie vient combler un vide relationnel. Et finalement, aujourd'hui, une mère dans une grande ville, elle n'a pas le soutien de sa famille, ses pères n'ont pas le temps, le voisinage ne se connaît pas, les structures d'accueil ne sont pas à la hauteur, et donc elle a du mal à passer du temps avec son enfant, ou le père a du mal à passer du temps. Ils en passent plus qu'avant, les papas. Mais le jeu JEU, si indispensable au développement de l'enfant, dans la société actuelle, il a peu de place. Parce qu'il y a des contraintes économiques et il y a des injonctions à une certaine performance qui font que le temps en famille, on voit bien les courbes par rapport aux années 60, le temps en famille est moins important, et puis c'est appauvri, c'est-à-dire que le temps en famille, c'est pas on est à table pendant 1 heure et on parle, c'est plutôt on est chacun dans notre chambre avec une tablette. Donc évidemment que les parents doivent faire une guerre absolument ouverte et sans merci à l'univers numérique, parce qu'un être humain, c'est un être incarné, il a besoin de ses 5 sens pour devenir intelligent, et tout le temps que vous passez sur un écran quand vous êtes petit, c'est du temps que vous passez pas à jouer, c'est du temps que vous passez pas à rire, c'est du temps que vous passez pas à faire de l'activité physique, c'est du temps que vous passez pas à développer votre confiance en vous en apprenant des compétences. Parce qu'en fait, quand vous scrollez, vous n'apprenez rien, si ce n'est à vous comparer avec des gens qui ne font pas partie de votre vie, ce qui vous déprécie énormément dans votre estime de vous. Si vous allez faire du sport avec vos copains, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous évaluer, vous allez apprendre l'humilité, vous allez apprendre la coopération. Donc, faut voir aussi que les dégâts des écrans, c'est pas seulement les écrans qui les génèrent. C'est aussi tout le temps qu'on ne passe plus à faire des choses qui sont indispensables au développement de l'enfant. Mais certains diront que si l'enfant n'a pas un écran tôt, il ne saura pas bien l'utiliser, ou il sera justement pas socialisé parce que ses amis en auront un, notamment à un certain âge, à partir de 10-12 ans, et que là, il pourrait être marginalisé. Vous voyez, on revient sur la peur d'être ostracisé. Je pense qu'on peut apprendre à un enfant à avoir confiance en lui en étant bon en judo, en étant cultivé, etc. Il n'a pas le dernier outil à la mode. Et alors, est-ce qu'on peut l'aider, l'épauler, notre enfant, à faire face au regard des autres? Il ne sera pas le seul dans la cour. Ils seront minoritaires, mais il ne sera pas le seul. Et si on tient bon, il y en a peut-être quelques autres. Il y a peut-être quelques autres parents qui ont un peu trop peur, qui vont être encouragés. Donc, je pense que là-dessus, on doit tenir bon. Moi, mon fils aîné, il a 14 ans, et cet été, j'ai été très émue parce qu'il est venu me remercier. Il m'a dit, tu sais, maman, je te remercie. Et je remercie papa, parce que vous avez été hyper chiant avec les écrans. Et en fait, je me rends compte que mes potes, ils deviennent idiots. Voilà, ils sont sur Snapchat, ils lisent jamais. Tu te rends compte, maman, de tout ce qu'ils ratent en lisant pas. Et en fait, il est heureux, il lit plein de livres que nous, on a lus et dont on est hyper content de parler avec lui. Et il est fier d'avoir une culture générale, il est fier d'avoir du répondant dans les discussions. Et ne pas avoir le dernier smartphone, dernier cri, il s'en fout complètement, et ça l'empêche pas d'avoir des copains du tout. C'est-à-dire que du coup, il aura des copains suffisamment intelligents quand même pour ne pas le choisir uniquement sur des critères qui n'en sont pas, à savoir des critères de mode et d'appartenance. D'autant que maintenant, on sait aussi qu'il y a des impacts non négligeables sur le développement du cerveau, par exemple, des écrans, notamment avant 3 ans, et que par rapport à ça aussi, clairement, les recommandations en la matière sont très claires. C'est-à-dire que le cerveau se développe jusqu'à 24 ans, mais évidemment que le cerveau d'un bébé, y compris son système nerveux central et son système ophtalmique, sont extrêmement immatures. Donc, sincèrement, exposer un enfant de moins de 3 ans à un écran,
j'ai pas peur de le dire, c'est carrément criminel. Mais les parents le savent pas, mais c'est carrément criminel. C'est-à-dire que au niveau des connexions synaptiques, au niveau du développement de la vision, au niveau des rythmes de veille et de sommeil, c'est très 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 perturbant. En fait, un enfant, il a besoin de lumière naturelle, il a besoin de développer ses compétences motrices avec une vision de son environnement en 3D. Et quand il est exposé à des lumières d'écran, a fortiori des tablettes, parce que les tablettes et les téléphones, c'est très près. Donc c'est extrêmement délétère. Qu'à 6 ans, vous regardiez un dessin animé pendant que votre maman prend sa douche avec un écran qui est très loin, où il n'y a pas de publicité, des images qui défilent très lentement, il n'y a pas de drame si c'est sur un temps très limité. Mais quand c'est prolongé avec des images qui passent très vite, il y a un effet d'hypnose. C'est vraiment un hold-up qui est fait sur le cerveau. Il y a un effet d'hypnose. Et donc, c'est des enfants qui sont coupés de leur corps, coupés de leur appétit. Ils savent pas quand ils ont faim, quand ils ont pas faim. Ils sont coupés de leurs sensations. Et donc, en fait, on va à l'encontre de l'autonomie qu'on recherche. On cherche à ce que l'enfant apprenne à savoir quand il a faim, quand il n'a pas faim, quand il est fatigué, quand il n'est pas fatigué. C'est tout ça le combat avec un petit enfant. Mais si là, tu as sommeil, et l'écran empêche ça, en fait, parce que ça le coupe de son corps, ça le désincarne complètement. Donc après, il est super agressif, c'est un lion en cage, il est hyper énervé. C'est un cercle si vicieux. vous rajoutez du sucre en plus, alors là, c'est la totale. Mais c'est un cercle vicieux, parce que du coup, il devient agressif. Bol de céréales et tablettes, vous avez un trouble de l'attention. Et ensuite, on vient vous voir, on vous dit, il faut lui donner de la Ritaline. Non, vous enlevez les tablettes, vous enlevez le sucre et votre enfant, il sera calme. Oui, ce que je disais, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'ensuite, l'enfant devient agressif, donc on lui remet une tablette parce qu'il en devient dépendant, quoi. Bien sûr. Du coup, il y a des faux diagnostics, c'est-à-dire que le trouble de l'attention, c'est un trouble avéré qui existe, mais qui est surdiagnostiqué avec des enfants qui ont des médicaments alors qu'ils n'en auraient pas besoin si l'environnement était adapté. Et un petit enfant, bah oui, c'est fatigant, mais il a besoin d'énormément bouger. Et il a besoin d'avoir des interactions réelles qui engagent son corps et qui engagent ses 5 sens. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les séquelles à l'âge adulte qu'un comportement comme ça, devant les tablettes, etc., quand on est petit enfant, peut générer? Alors, c'est globalement, comme en fait le problème de l'écran, c'est qu'il va activer le circuit de récompense qui fonctionne à la dopamine avec ce qu'on appelle des récompenses à très court terme. Quand vous scrollez, vous avez tout le temps de la nouveauté, très très vite. C'est de la récompense incroyablement plus rapide et facile que la récompense d'aller jouer un match de tennis et d'essayer de gagner pendant 2 heures contre votre adversaire. On est d'accord. Donc vous avez de la dopamine à bas prix, du low cost, de la récompense low cost, entre guillemets. Donc ça fait des gens qui sont addicts. Ils vont avoir besoin d'un niveau de stimulation, de nouveauté en permanence pour être à flot, pour avoir un bien-être minimal. D'accord? Donc il n'y aura pas de patience, il n'y aura pas de tolérance à la frustration. C'est des gens qui vont souvent se sentir vides, souvent se sentir tristes ou sans joie, voilà, qui vont être addicts, qui vont avoir besoin d'énormément de stimulation, qui vont pas supporter l'ennui, alors qu'en fait un enfant qui a pas d'écran, il s'ennuie 5 minutes, au bout de 5 minutes il vous invente une histoire où il crée une cabane. Au bout de 10 minutes. Mais l'ennui est extrêmement important et en fait, les parents d'aujourd'hui ont souvent peur que l'enfant s'ennuie. Mais si l'enfant s'ennuie pas, son imaginaire, il est mort. Hein. S'il est tout le temps dans le factuel, dans le concret, il peut rien inventer. Donc ça fait des adultes souvent assez atones, addicts, plutôt anxieux, parce qu'ils ont tout le temps besoin d'être nourris par le monde extérieur, ils n'ont pas eu le temps de développer leur intériorité. Et en général, cette addiction va sur d'autres domaines. Donc ça peut être aussi en parallèle une addiction au cannabis, ou une addiction au porno, ou une addiction à la consommation, ou une addiction à l'alcool, etc. C'est-à-dire que le phénomène addictif, comme il engage les mêmes circuits cérébraux, il va se démultiplier, il va se décliner sur plusieurs domaines. Et sur l'empathie, est-ce que ça change quelque chose? Plus vous êtes dissocié de vos émotions, moins vous connectez votre empathie. Bien évidemment. Et alors, en plus, si vous êtes exposé par les écrans à des contenus violents, ce qui arrive assez vite grâce aux algorithmes, soit des contenus violents, soit des contenus violents, la guerre, des agressions, etc., du harcèlement, soit des contenus pornographiques, comme ça vous effracte et que vous ne pouvez pas le métaboliser quand vous êtes jeune, vous allez avoir des phénomènes d'identification
à l'agresseur. Et aujourd'hui, 50% des jeunes qui consomment du porno vous disent qu'ils répètent les actes violents qu'ils visionnent. Parce qu'ils sont complètement coupés de leur capacité d'empathie. Donc, en fait, ils ne le métabolisent pas, ils l'avalent tout cru, et donc ils le ressortent tout cru. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Et que penser des jeux vidéo dans ce contexte-là? Parce que certains disent que les jeux vidéo sont bons pour le développement du cerveau. J'ai lu ça récemment encore dans un journal bien connu local. Ouais, alors les études sont biaisées. Ok. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on fait croire, parce que les gens n'ont pas tous fait des études sur le développement cérébral, que l'épaississement du cortex signifie qu'on est plus intelligent. Alors les gamers, un certain type de jeu va surdévelopper une certaine compétence, qui n'est absolument pas transférable. Ouais. En fonction du jeu, en fait, la compétence qui va être développée par le jeu va être très très développée chez le gamer. C'est pas transférable, en fait. Ça va pas lui servir dans son travail, ça va pas lui servir dans sa vie affective. D'abord, c'est pas transférable. Ensuite, le fait qu'il y a un épaississement du cortex ne veut pas dire qu'on est plus intelligent. Au contraire, l'intelligence se développe quand il y a un processus d'élagage. C'est-à-dire que naturellement, votre cerveau, en fait, la nature est très intelligente, le cerveau va éliminer les connexions qui ne servent à rien. Donc, évidemment, plus vous renforcez un trajet, en répétant l'activité, plus ce trajet est fort. Mais s'il n'y a pas d'élagage des trajets inutiles, il n'y a pas d'intelligence, en fait. Il y a il y a un phénomène de répétition du même, mais qui n'est pas de l'intelligence. Et les études sont biaisées parce que les vendeurs de jeux vidéo vous font croire ce jeu va développer pour les futurs pilotes telle aptitude. Mais en fait, c'est juste que comme l'enfant ou l'adolescent va répéter la même chose, il va renforcer une aptitude qui ne sera pas forcément transférable d'abord. Et ensuite, l'épaississement du cortex, c'est plutôt un phénomène d'insensibilisation et non pas d'intelligence. Donc, en fait, l'intelligence vient aussi de la plasticité cérébrale. Absolument. Générale. D'où l'importance, pour un enfant, qu'il fasse plein d'activités, qu'il fasse les petites tâches domestiques, qu'il fasse des choses à l'école, qu'il fasse des activités dans la nature, qu'il fasse du sport. Cette multitude d'activités qui est forcément réduite s'il passe du temps derrière un écran. Qui était un donné pour nos grands-parents, finalement. Et aujourd'hui, il semble qu'on doit réapprendre tout ça d'une certaine manière, c'est-à-dire prendre conscience de ça. Puisque nos parents, grands-parents, c'était naturel, il n'y avait pas d'écran, donc les gens jouaient, les enfants jouaient. Maintenant, c'est plus le cas, donc il faut reconscientiser tout ce processus, en fait. Oui, et je pense qu'il faut vraiment dire aux parents, votre enfant, si petit soit-il, n'est pas débile. Un enfant est fragile, il n'est pas débile. Et un enfant, il peut quand vous faites vos tâches domestiques, évidemment qu'une maman ou un papa qui rentre du boulot, il a encore des choses à faire dans la maison. Il ne va pas forcément passer la soirée à jouer au Lego. Mais il n'a pas besoin d'isoler l'enfant. L'enfant va pas se développer en étant devant la télé le temps que les parents fassent le linge ou le repas. Il va se développer en étant dans la cuisine, sur un siège adapté qui le protège, ou avec des consignes claires s'il est capable de se déplacer, mais que voilà, il faut pas qu'il ait accès à certaines choses dangereuses, et en participant. Mes enfants, mes derniers enfants ont 4 ans, ils vident de la vaisselle. Évidemment qu'ils rangent pas les couteaux. Mais les boîtes en plastique, ils peuvent les ranger, il n'y a pas de danger. Et donc, l'enfant doit être inclus dans la vie domestique, en fait. Il peut cuisiner. Alors, vous le mettez pas debout devant une casserole d'eau bouillante. Mais il peut être avec vous en train de d'éplucher des fruits sur la table pour préparer un dessert. Donc, en fait, l'idée que l'enfant fait partie de la famille et qu'on peut le remettre dans nos tâches domestiques, c'est extrêmement important. Et alors, vous avez parlé de pornographie tout à l'heure. Alors, effectivement, les contenus sexuels en ligne, pornographiques, sont très accessibles aujourd'hui. Même certains réseaux sociaux comme TikTok mettent en scène des jeunes femmes très jeunes et qui sont très dénudées. Enfin, tout est très accessible. Cela, quel impact, finalement, sur les enfants et sur la société en général? Si vous pourriez un peu préciser ce... D'abord, sur le plan psychique, il y a une effraction avec une surenchère qui fait qu'il faut aller de plus en plus loin, de plus en plus tôt pour être accepté. Et donc, ça brise chez ces jeunes le sentiment de la respectabilité de leur corps et du corps de l'autre. Le corps devient une marchandise comme les autres.
interchangeable et dont on est dissocié, qu'on met en scène. Donc il n'y a plus du tout de notion de pudeur et de respect de son propre corps, mais il y a aussi une abrasion complète de l'imaginaire érotique. En fait, l'épanouissement sexuel, le plaisir de la rencontre charnelle, il s'appuie sur des fantasmes. Et ces fantasmes, ils s'appuient sur un imaginaire. Donc, sur quelque chose qui a été à l'abri d'effractions trop crues par la réalité. Voir des corps dénudés, ça dévalorise le corps. Alors que pouvoir imaginer comment est celui à qui on écrit, celui qu'on attend, celle qu'on désire, etc., ça va favoriser l'émergence des fantasmes et donc d'une subjectivité, d'un imaginaire érotique qui va rendre unique la relation amoureuse et qui va la rendre belle et qui va la rendre excitante et attrayante. Le problème de les surstimuler avec des contenus très crus, ça fait qu'il y a une platitude incroyable. Qu'est-ce qu'il y a de plus pauvre au niveau d'un scénario qu'un film pornographique? C'est d'une pauvreté absolument incroyable, c'est d'un ennui mortel. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de nouveauté. Il y a des orifices interchangeables. Voilà. C'est de la chirurgie, quoi. C'est de la chirurgie barbare. Donc c'est très effractant pour eux. Et d'ailleurs, c'est pas sans lien avec le fait que la génération actuelle fait beaucoup moins l'amour. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Parce qu'il n'y a plus de place pour le fantasme. La réalité vient se substituer, le film porno vient se substituer au roman érotique où je pouvais imaginer quelque chose, où je pouvais fantasmer, où je devais attendre. Ils n'ont plus le temps d'attendre. On ne leur permet plus d'attendre. Donc du coup, il n'y a plus de désir. Parce que le désir, il naît de la frustration. S'il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'imaginaire. Et donc, ils font plus l'amour. Et ils ont une vision extrêmement dégradée, à la fois de leur corps, et puis de la sexualité et de l'autre. Et au niveau sociétal, l'impact de la pornographie, quel est-il ? Je pense que l'ampleur du phénomène pornographique, parce que c'est quand même une addiction chez beaucoup d'hommes, avant d'être la cause de quelque chose, c'est la conséquence pour moi d'une vraie maladie en Occident, qui est la maladie du symbolique. Et d'ailleurs, c'est cette maladie spirituelle, cette maladie du symbolique, qui fait qu'il y a tellement de dépression et tellement de recours aux psychotropes pour cacher comme on peut un profond malaise existentiel. C'est-à-dire que tout ce qui permettait à l'être humain de sublimer ses pulsions, d'être en lien, d'avoir une société où il y avait une forme de courtoisie, pas forcément, quand on n'était pas obligé d'aimer les gens, mais il y avait une forme de courtoisie et de respect de certains liens sociaux, des espaces symboliques, de l'art. Et ben finalement, cette maladie du symbolique, pour moi, conduit nécessairement à l'isolement, conduit nécessairement aux addictions, conduit aussi aux dérives sectaires, à la crédulité, conduit aussi à une radicalisation des discours. On n'arrive plus à être en désaccord, en fait. On est forcément fâché. Et donc, c'est une uniformisation. C'est une uniformisation du rapport au corps qui dégrade la sexualité en quelque chose de brutal et de complètement désérotisé. Moi, je dis toujours à mon fils aîné, tu sais, la pornographie, c'est l'antisexualité. Parce que la sexualité, c'est du lien entre deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment, qui s'estiment et qui ont envie de se donner du plaisir. La pornographie, c'est se masturber avec le corps de l'autre. Voilà, c'est l'anti-lien. Donc, en fait, on est seul dans la pornographie. Et c'est très triste de voir d'ailleurs que des hommes addicts à la pornographie ne peuvent plus toucher leurs femmes, parce qu'ils n'arrivent plus à s'identifier à une relation normale, ils s'identifient à des marteaux-piqueurs, on va dire ça comme ça. Et ils ont une vision extrêmement dégradée aussi de l'autre sexe. Donc je pense que c'est un symptôme, la place du porno est un symptôme non seulement de la société de consommation, mais vraiment de cette maladie du symbolique. On n'arrive plus à avoir des supports imaginaires et qui nous élèvent dans nos pulsions, dans nos désirs, qui sont pas mauvais en soi, mais qui sont dévoyés vers des choses qui relèvent pour moi plutôt de la pulsion de mort que de la pulsion de vie. Et la sexualité devrait toujours être du côté de la pulsion de vie. Et que penser alors de l'éducation sexuelle dans les classes très jeunes pour les enfants ? Il semble d'ailleurs qu'elle soit de plus en plus jeune.
dès la maternelle, 3-5 ans. Les standards de l'OMS préconisent de commencer avant l'âge de 4 ans. Ils préconisent que soit abordé le sujet de la masturbation enfantine précoce, du plaisir et de la satisfaction liée au toucher de son propre corps, là je cite les standards de l'OMS, ou encore du droit d'explorer les identités sexuelles. Alors moi j'ai une position extrêmement radicale, c'est que je considère que l'éducation n'a pas sa place à l'école, tout court. À l'école, c'est l'instruction. Voilà. Y compris l'instruction civique, pour rappeler aux enfants les règles de la vie en société. Et on n'humilie pas, on ne se moque pas de quelqu'un sur la base de sa couleur de peau, de sa taille, de son poids, de son sexe, de sa religion, bien entendu. Ou de son orientation sexuelle, bien entendu. Instruction civique. L'éducation, oui, c'est à la maison. Voilà. Donc déjà, il y a un problème. Quand on appelle une matière éducation, il y a un problème. Quand on appelle un ministère éducation nationale, il y a un problème. C'est de l'instruction, c'est le savoir. L'éducation, c'est quelque chose de plus global qui relève de la sphère familiale. Voilà. N'en déplaise à nos idéologues qui voudraient transformer l'homme et l'augmenter, c'est-à-dire en réalité le diminuer dans sa subjectivité, ça n'a pas sa place. Et en fait, là, en France, on a une loi en 2001 qui a été complètement dévoyée. L'idée, c'était de lutter contre les addictions au porno, les abus sexuels et le harcèlement sur la base de l'orientation sexuelle ou des changements de sexe. Encore une fois, hein, vous faites l'enseignement en biologie, d'une part, l'instruction civique, d'autre part, vous avez réglé le problème. Vous n'avez pas à mettre dans la tête d'un enfant de 8 ans qu'il peut demander à ses parents de devenir un garçon quand c'est une fille et inversement. Vous créez de la confusion parce que vous parlez de quelque chose d'intime dans un espace public. L'école est un espace public, donc on n'a pas à parler de l'intimité, déjà. Ça les met mal à l'aise. Ensuite, c'est passer outre l'autorité parentale parce que les parents connaissent leurs enfants et selon la sensibilité de l'enfant, il y a des enfants qui vont poser des questions plus ou moins tôt, plus ou moins tard. À l'adolescence, ça dépend aussi du moment de la puberté. Il y a des fillettes qui sont formées à 10 ans, il y en a qui sont toujours pas formées à 14 ou 15 ans. Donc les questions vont venir aussi avec le développement corporel. Et on sait bien que la croissance d'un enfant, elle est tellement variable d'un enfant à l'autre qu'on peut pas uniformiser une classe d'âge comme ça par niveau scolaire. Donc voilà. Ensuite, quand on connaît vraiment le développement de l'enfant, les stades du développement affectif de l'enfant, on voit bien que c'est contraire à toutes les connaissances scientifiques. En fait, un enfant n'est pas un être sur lequel on peut projeter notre sexualité d'adulte. C'est pas moins en quantitatif, c'est différent qualitativement, un enfant et un adulte. Nous, on projette notre sexualité génitale. L'enfant, il est dans la sensorialité, il explore son corps. Évidemment que un petit garçon, dans le bain, il peut avoir, à 3 ans, une érection parce que la stimulation de l'eau fait que son sexe change. Mais il va poser une question, il va dire qu'est-ce qui se passe, et c'est le rôle de la maman ou de la nounou ou du papa ou du grand frère de dire bah voilà, c'est normal, t'es stimulé, mais t'inquiète pas, ton zizi va redevenir normal. C'est pas à l'école de parler à des gamins de 4 ans de plaisir, de jouissance, de masturbation. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On est en train d'effracter des enfants et de faire ce que Ferenczi appelait la confusion des langues, qui est pour moi un abus sexuel. C'est sur cette confusion de langues que reposent d'ailleurs toutes les situations d'emprise et les situations d'inceste, où on confond le langage de l'adulte, qui est un langage de la sexualité, avec le langage de l'enfant, qui est un langage de l'attachement et de la tendresse. L'enfant a besoin de liens d'attachement, il a besoin de faire confiance, il a besoin de tendresse, mais il n'est pas encore génitalisé, il n'est pas arrivé à maturité. Donc, venir lui parler de changement de sexe, de jouissance, d'éjaculation, pour un enfant qui n'a même pas les moyens physiques de comprendre ce que c'est que cette expérience, c'est juste abominablement violent. Et il ne faut pas s'étonner que les cas d'enfants qui agressent sexuellement d'autres enfants dans les toilettes des écoles augmentent à partir du moment où on va appliquer ces programmes tels qu'ils sont faits aujourd'hui, tels qu'ils sont proposés aujourd'hui. D'ailleurs, la loi était tellement dévoyée qu'on devait lutter contre le porno, les addictions, etc. Il n'y a pas un mot dans ces programmes sur ce que c'est que l'addiction. Par contre, sur des sites financés par l'argent public, donc l'argent du contribuable qui n'en est ni informé, ni à qui on ne demande pas son avis,
eh ben, des enfants de 11 ans peuvent avoir accès à des pratiques qu'ils auraient eu tout le temps de découvrir par eux-mêmes avec la personne de leur choix, quand ça aurait été le moment pour eux de le faire. Comment permettre à un enfant d'identifier un comportement sexuellement inadmissible d'un adulte, etc., si on n'en parle pas quand il est petit? Dans le cas où il a une famille maltraitante, où c'est pas tout rose, où il n'a pas accès à pouvoir poser des questions à un adulte, etc. C'est pas en parlant à l'enfant de la fellation et autres pratiques sexuelles que vous allez le protéger de l'abus. Vous allez déjà l'abuser, c'est-à-dire que vous allez le sidérer dans quelque chose qui n'est pas, il n'a pas la maturité pour métaboliser. Et donc, comme il en aura entendu parler, il risque même, quand un adulte voudra le pratiquer avec lui, de dire « Ah bah oui, je connais, ah bah tiens, je vais essayer, ah bah c'est nouveau, ah mais on m'a dit que c'était pour le plaisir ». Parce que parfois, les contenus, c'est pour le plaisir. On peut lécher les testicules du garçon. En quoi ça protège cette petite fille d'avoir entendu ça à l'école? Ça, c'est dans les textes. En revanche, nous, on l'a eu en témoignage de parents qui nous disaient « Ma fille a eu ça en cours, l'infirmière scolaire ou la personne qui faisait le cours d'éducation sexuelle », parce qu'on ne sait pas que c'est pas les profs qui sont bien formés très spécifiquement comment on prévient l'abus. Ça demande une formation par un psychologue. En fait, c'est souvent des militants d'associations. Qui sont idéologiquement... Et les parents ne sont pas au courant qu'il y a un militant de l'association qui va rentrer dans l'école. Alors qu'ils sont idéologiquement orientés, mais ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas à venir substituer ça à un programme scolaire. Donc, si vous voulez protéger votre enfant de l'abus, la parole à poser, elle est simple et elle doit être posée le plus tôt possible. Moi, je l'ai fait dès que mes enfants étaient dans le bain et qu'on parlait, quand ils avaient 1 an et demi, je commençais à leur expliquer, voilà, ton corps, il t'appartient. Personne n'a le droit de toucher ton corps. Même le médecin, il doit te demander. Voilà. Donc, quand on allait chez le pédiatre, j'étais toujours à côté. C'était moi qui déshabillais mon enfant, qui lui expliquait les gestes du médecin, par exemple. Et vous dites à votre enfant, personne n'a le droit de te toucher sans ton autorisation. Et de toute façon, un adulte n'a pas à te toucher, sauf si c'est pour un acte médical, mais avec l'autorisation de papa et maman. Et tu n'as pas, si quand un enfant d'un certain âge touche votre poitrine, etc., il y a un moment où c'est plus un bébé qui est au sein, il faut lui dire non, tu peux pas toucher comme ça ma poitrine, tu comprends? Tu demandes. Voilà. Et quand vous demandez à l'enfant, est-ce que je peux te faire un câlin? Bah, vous enseignez à l'enfant le respect de son corps. Et donc vous lui enseignez naturellement ce que c'est que le consentement et donc aussi le respect du corps de l'autre. Non, tu tires pas mes vêtements, tu me touches pas les fesses en passant derrière moi. Et vous lui apprenez petit à petit. Et en fait, il l'apprend naturellement. Il n'y a pas besoin de lui raconter le Kama Sutra, en fait. Le respect du corps, c'est quelque chose qui se fait, ne serait-ce qu'en ne le forçant pas quand il mange, en ne l'obligeant pas alors qu'il vous dit qu'il a plus faim. Vous voyez, le respect des perceptions de l'enfant, c'est déjà de l'immunité contre des abus sexuels. Donc c'est pas un cours où on lui montre des positions qu'il est même pas en âge en fait de comprendre, qu'on va le protéger des dérives, qu'on va le protéger des adultes pervers. On est nous-mêmes un adulte pervers quand on fait ça. Et pourquoi vous pensez que des gens promeuvent ce genre de contenu pour les plus jeunes? Alors pour un certain nombre, parce qu'ils sont totalement ignorants des stades du développement de l'enfant et qui croient bien faire, ils croient que c'est le progrès. Ils pensent que l'argument massu, c'est « Ah bah vous préférez qu'ils découvrent ça sur des sites porno, bah vaut mieux que ce soit l'école qui leur apprenne. » C'est ça, donc traumatisons-les avant qu'ils se traumatisent. Donc il y a une part d'ignorance, de bêtises, de gens qui viennent empiéter sur des domaines où ils n'ont aucune expertise, en fait. C'est des gens qui font de la communication politique, qui n'ont aucune notion ni de pédiatrie, ni de psychologie affective et qui n'ont pas dû beaucoup s'occuper de leurs propres enfants. Et puis, il y a des idéologues qui pensent que c'est le bien et qu'on va recréer un homme nouveau et que c'est une très bonne chose et qui sont eux-mêmes certainement manipulés en partie par des lobbies qui savent que derrière la transition de genre, le changement de sexe, etc., il y a un argent colossal à se faire. Enfin, je veux dire, le marché des bloqueurs de puberté, c'est un marché juteux. Et là encore, c'est du totalitarisme, parce que ça veut dire que le corps de nos enfants est une marchandise, voilà, destinée à faire du profit. Ben, c'est une forme de totalitarisme.
Et justement, vous faites un lien entre donc cette éducation sexuelle et ces velléités de certains jeunes de changer de sexe. Vous pensez qu'il y a un lien ou c'est d'une certaine manière l'ensemble de l'environnement d'éducation de l'enfant qui conduit à Non, je pense que c'est l'ensemble de l'environnement de la société qui a contribué à ériger en mode. À une époque, la mode, c'était les pattes d'éléphant. Maintenant, la mode, c'est de changer de sexe, quoi. On n'est pas cool si on n'a pas envie. Mais qu'on soit mal dans sa peau à l'adolescence, qu'on soit mal dans son corps parce qu'il change pas comme on voudrait, parce qu'on ressemble pas aux parents qu'on voudrait, parce qu'on a des boutons, parce qu'on est trop grand, parce qu'on est trop petit, c'est normal. Franchement, moi, j'étais pas heureuse d'être une fille quand j'étais gamine, vu comme j'étais traitée par ma mère en tant que fille. Pour autant, le rôle de l'environnement, c'est d'aider l'adolescent à passer cette phase de mal-être et à lui montrer des exemples d'adultes inspirants dans les deux sexes pour lui montrer qu'il est heureux d'être une femme et qu'il est heureux d'être un homme et qu'on peut y trouver des satisfactions pleines et entières et que pour les inconvénients que ça représente, eh ben, on va se battre. Et c'est certainement pas de passer à l'acte de manière psychopathique en inscrivant dans le marbre de manière irrémédiable et irrévocable ce qui a été à un moment donné l'expression d'une souffrance psychique. Il faut l'entendre, cette souffrance psychique. Il faut pas la figer. Voilà. Et des dysphories de genre, il y en a. Elles s'expriment entre 1 an et demi et 4 ans. Elles sont extrêmement rares. Il y en a eu dans toutes les sociétés, des transgenres. Maintenant, c'est absolument pas normal qu'en quelques années, les demandes soient multipliées par 10 pour un acte qui, encore une fois, laisse place chez certains à des regrets, à du désespoir, à des tentatives de suicide. C'est toujours pareil, on est dans une société qui est tellement idéologisée que on ne peut présenter qu'un versant des choses. On ne peut présenter que les avantages de l'avortement, on ne peut pas présenter aussi les risques. Ce qui serait honnête scientifiquement, c'est de dire oui, il y a ce progrès qui existe, il y a cette possibilité qui existe, voilà les risques. Voilà ce qui se passe aussi chez les personnes qui transitionnent. Voilà ceux qui vont faire des tentatives de suicide. Voilà les témoignages de ceux qui regrettent. Voilà. Et là, il pourrait y avoir un consentement libre et éclairé. Mais en fait, on est en train d'en faire une mode qui est d'un cynisme épouvantable. On entend quand même souvent dire que s'il y a le nombre de transitions de genre a énormément augmenté, c'est parce que avant, c'était pas possible de le faire en société, qu'on était mal vu, etc. Donc les gens le faisaient pas, et que maintenant que c'est libéré, les gens qui étaient potentiellement dans le mauvais sexe, etc., se manifestent et veulent faire des transitions de genre, mais encore etc. une fois, les véritables dysphories, elles s'expriment entre 1 an et demi et 4 ans. Et je pense pas que dans les nouveaux candidats au changement de sexe, il y en ait tant que ça qui, entre 1 an et demi et 4 ans, aient eu véritablement ce vécu de ne pas être né dans le bon sexe. Voilà, ça leur est venu beaucoup plus tard, sous l'effet de pression sociétale et de mode, qui sont les expressions souvent d'un mal-être. Il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de sexe qui ont subi des abus sexuels et pour qui le changement de sexe va être une protection contre un nouveau risque de viol. Elles existent, ces personnes. Mais c'est mal vu de le dire. Et puis, je suis pas sûre que le progrès pour un être humain, ce soit de changer les règles de la condition humaine, en fait. La toute-puissance, l'être humain n'a pas vocation à être tout-puissant. L'être humain a vocation à exercer sa liberté au sein de coordonnées qu'il ne choisit pas. Il ne choisit pas son époque, il ne choisit pas son pays de naissance, il ne choisit pas ses parents. Sa liberté, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'est imposé. Voilà. C'est pas je suis tout-puissant, je suis Dieu, et je renégocie les conditions de mon existence. C'est pas ça, la liberté humaine. La liberté humaine, c'est pas l'absence de contraintes. Ça, c'est une définition adolescente de la liberté. La liberté, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai pas choisi. Et aujourd'hui, c'est peut-être d'autant plus interpellant que dans certains pays, ces transitions de genre peuvent se faire sans l'accord des parents. C'est-à-dire que si l'enfant veut le faire, les parents ne peuvent pas s'y opposer. Ça va plus loin que ça. Les parents peuvent être poursuivis. C'est quand même oui, à un âge où en fait les enfants ne sont pas capables eux-mêmes d'avoir, puisqu'ils ne sont pas encore adultes. Comme vous le disiez, ils n'ont pas eu le développement terminé. Mais surtout, on leur laisse pas le temps. En fait, ce qui est très psychopathique dans cette logique, c'est qu'on ne veut pas accepter que par nature, le désir humain fluctue. Et qu'il faut laisser le temps à une jeune fille de ne pas vouloir d'enfant,
sans lui faire une ligature des trompes. Il faut laisser le temps à un jeune d'être mal dans sa peau et l'écouter sans indifférence, sans violence non plus, sans courir, sans se précipiter vers un court-circuitage de sa souffrance psychique qui ne peut plus élaborer, qui ne peut plus transformer. On le prive de la liberté de transformer autrement, dans l'art, dans plein de choses en fait, dans la création intellectuelle. Et en fait, il y a cette tendance très 0-1, très binaire, à vouloir passer les choses à l'acte. Mais moi, je trouve ça normal qu'une jeune fille de 17, 20 ans, elle ne veuille pas d'enfant. Puis à 35 ans, peut-être qu'elle en voudra, en fait. Si on lui a ligaturé les trompes, on lui laisse aucune chance. Donc je crois que le rôle des adultes, c'est d'avoir assez de maturité, de sagesse et de calme pour dire, mais oui, ton désir, il est ce qu'il est. Et même si tu ne supporterais pas d'entendre qu'il changera, au fond de moi, je vais te laisser la possibilité que ce désir, il change. C'est ça qui est beau dans la vie d'un être humain. C'est qu'il y a des âges à la vie, il y a des cycles. Et on n'est pas le même à 50 ans, à 30 ans, à 12 ans. Et en fait, si on fige les choses, eh ben, on empêche le désir de se déployer. Vous parliez de bloqueurs de puberté et d'un marché en expansion. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez reçu des pressions pour favoriser ce genre de transition, ou en tout cas, voilà, d'une certaine manière, pousser ces pratiques? Ah bah moi non, parce que moi j'exerce en libéral, que je choisis les personnes que j'accompagne, et que si donc quelque chose est contraire à mon éthique, bah je ne le fais pas. Donc je suis pas approchée par des labos, je suis pas médecin, je prescris pas. Donc non, moi j'ai pas reçu de pression. Et vous savez que ça se fait, ou pas? Ah bah, je sais qu'aujourd'hui, des médecins, surtout des médecins, oui, ont des injonctions à finalement désobéir au serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. Mais est-ce qu'on ne nuit pas à un enfant en pleine puberté en acceptant, sans l'autorisation de ses parents, de commettre certaines interventions chirurgicales? Je pense qu'il y a des vraies questions éthiques qui se posent. Vous parliez de volonté ou non de faire des enfants. Alors en Occident, aujourd'hui, un grand nombre d'individus ne souhaitent plus avoir d'enfants. Qu'en pensez-vous de ça? Oui, alors il y a ce mouvement. Je rappelle d'ailleurs que la Tavistock Clinic en Angleterre a été fermée. Il y a eu quand même un gros scandale sur des transitions. Voilà, il y a eu quand même un scandale parce qu'on a considéré que c'était des expériences. Les enfants étaient utilisés comme des cobayes. C'était véritablement des expériences scientifiques barbares. Alors, c'était quoi votre question? Sur la question de cette perte d'envie de faire des enfants. Ah oui. Alors, le mouvement... alors, il y a le mouvement No Kids et il y a le mouvement Child Free. C'est-à-dire que les Child Free disent en gros, je veux pas m'embarrasser, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est fatigant, moi j'ai envie de pouvoir faire la grasse mat et voyager quand je veux. Donc, eux assument complètement le côté je veux jouir sans entrave et l'enfant est un obstacle à la jouissance. Ça, c'est sûr que l'enfant est une école de la frustration. Faut travailler sur soi quand on a un enfant. Finalement, le plus difficile, c'est pas de gérer l'enfant, c'est de gérer les propres émotions et la fatigue que ça génère. Donc, ça demande de mûrir, d'avoir un enfant. Et puis, il y a les No Kids qui, eux, ont la bannière écolo. Donc, ils disent, bah non, on est trop nombreux, le réchauffement climatique exige que on ne fasse pas d'enfants si on veut sauver la planète, ce qui en fait est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si on veut améliorer la planète et faire en sorte qu'elle ne brûle pas, c'est précisément pour la transmettre. Donc c'est comme les gens qui arrêtaient la vie pour éviter la mort pendant le Covid. Si au nom de la préservation de la planète, on met en péril la préservation de l'espèce, c'est complètement absurde. Je pense que la véritable écologie, c'est une écologie globale. L'homme fait
partie de l'écologie, la santé humaine fait partie de l'écologie et l'écologie fait partie de la santé humaine. Je crois qu'il y a eu beaucoup l'influence de se jouir sans entrave. L'enfant demande un effort et un travail sur soi colossal, et puis il demande l'enfant d'accepter qu'on est dépendant. C'est trop dur un enfant tout seul. Donc faut être à deux. Donc faut se supporter. Donc faut refaire équipe. Et donc ça met un obstacle à la société ultra-individualiste de consommation où je suis en compétition avec mon conjoint parce que je veux réussir comme lui et on n'accepte pas en fait de momentanément se partager les tâches. Donc je pense qu'il y a cette idéologie très individualiste et puis que moins une société est spirituelle, moins elle a d'espérance, plus elle est dans un narratif de crise permanente, crise économique, crise écologique, crise sanitaire, moins il y a d'espérance. Quand il n'y a pas d'espérance, on se projette pas. Et donc on n'a pas envie de transmettre un monde dans lequel on ne croit plus. Donc si on est dans la satisfaction immédiate, c'est qu'on a, en fait, on est désespéré. On ne croit plus en quelque chose de grand. Donc on n'a plus envie de transmettre, on n'a plus envie de faire famille. D'où vient ce sentiment un peu d'autoflagellation et de désespoir en Occident? Parce qu'il semble quand même que ça, c'est assez récent, enfin, en tout cas, peut-être plusieurs dizaines d'années, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez nouveau, ce sentiment un peu de volonté. Certains écologistes veulent même que l'humanité s'éteigne d'elle-même, certes, mais qu'elle s'éteigne. C'est la maladie du symbolique, c'est-à-dire que l'expression de la pulsion de mort, l'expression de Thanatos, elle arrive quand Eros n'arrive plus à lier et contenir la destructivité propre à l'homme. L'être humain, la nature humaine, elle n'a pas changé. Chez l'être humain, il y a une conflictualité permanente entre les pulsions de vie qui vont vers le lien, qui vont vers la créativité, qui vont vers l'autre, et les pulsions de mort, d'autodestruction, de dépression, d'autoflagellation, etc., etc. Et en fait, quand il y a du symbolique, quand il y a des cadres, quand il y a des satisfactions qui dépassent le plaisir immédiat, on peut contenir les peurs et on peut les dépasser. Quand il n'y a plus tout ça, l'être humain il est face à son angoisse sans recours. On n'a plus le recours de la tragédie grecque, on n'a plus toutes ces choses qui permettaient d'élaborer les grandes peurs de l'être humain. Donc on est face à l'angoisse tout crue de la fin du monde, de la catastrophe permanente. Et donc, au lieu de dire, bah oui, il y a des dangers sur Terre, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des enfants, je vais essayer de les protéger, de les armer, de les outiller, et j'y vais, on prend plus en risque. Et on devient extrêmement averse au risque. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, soit on a la foi, soit on a peur. Soit on a foi en quelque chose, soit on cède à la peur. Mais dans les deux cas, c'est irrationnel. L'être humain, il est irrationnel. Soit il croit en quelque chose de bon, soit il se soumet à ses peurs et à ses angoisses de quelque chose de mauvais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on cède à la peur dans plein de domaines. Au lieu de dire, oui, il y a des difficultés, mais on va les résoudre ensemble. C'est vrai que certains parents, beaucoup de parents ont peut-être peur aussi de la parentalité, c'est-à-dire de ne pas être à la hauteur, peut-être en raison de traumas personnels ou des perspectives que ça peut engendrer, de difficultés aussi à pouvoir faire grandir l'enfant, enfin de ne pas se sentir capable finalement d'être à la hauteur du développement de l'enfant, de ses besoins. Non, mais c'est pour ça qu'en général l'argument écologique il tient pas, et que quand vous creusez chez quelqu'un qui vous dit oui mais c'est le réchauffement climatique, en fait quand vous creusez vous vous rendez compte 9 fois sur 10 que cette personne a détesté son enfance et qu'en fait ce qui la terrifie c'est que son enfant soit malheureux et d'être un mauvais parent. Et bien la thérapie, l'introspection, c'est exactement ça. L'introspection, c'est l'outil qui nous permet de nous libérer de nos peurs. C'est-à-dire d'identifier nos traumas, d'identifier nos peurs et de dire je vais pas me soumettre à ma peur, je vais pas me soumettre à mon trauma d'enfant qui a été abusé, etc. Je vais le dépasser et m'autoriser à retrouver mon désir au-delà de ma peur. Bien sûr que moi, ayant été une enfant maltraitée, j'ai eu très peur d'être mère. Terriblement peur. Mais la psychothérapie et puis les rencontres m'ont permis de dépasser cette peur et de savoir si mon désir était ou pas en réalité d'avoir ou pas un enfant. Et dans mon cas, je me suis rendu compte qu'une fois la peur balayée, oui, j'avais ce désir. Mais si j'en étais restée à la peur, j'aurais jamais découvert mon désir. Et donc je pense que chez un certain nombre de gens qui veulent pas d'enfants,
En fait, si on arrivait à guérir la peur, s'il y avait une vraie démarche introspective, peut-être qu'un certain nombre résiduel dirait bah non, je veux toujours pas d'enfant. Ok, c'est très bien. Moi, je suis pas de prosélytisme. Je veux dire, je suis pas une idéologue qui fait de la politique de nataliste. Mais il y en aurait aussi beaucoup qui diraient bah maintenant que je n'ai plus peur, bien sûr que j'ai envie d'aimer cet être et de le chérir et de l'éduquer et de vivre cette rencontre avec une altérité absolue, parce que l'enfant c'est l'altérité absolue. Et au final, c'est un processus naturel de donner la vie, d'enfanter, d'éduquer un enfant. Et ça, peut-être, on l'oublie. Oui, mais la société technique et moderne en fait quelque chose de... C'est quasiment une maladie maintenant d'être enceinte. Vous avez des monitorings toutes les 3 minutes pour vérifier que l'enfant va bien, sauf que les monitorings toutes les 3 minutes, ça fait que vous avez des contractions. Donc, on a aussi beaucoup compliqué des processus naturels. Et d'ailleurs, il y a un retour de balancier, c'est que de plus en plus de femmes me disent bah, « je vais organiser mon accouchement à la maison ». Parce qu'en fait, elles n'ont pas envie qu'il y ait une emprise du médical, de la technologie, du politique sur ce moment qui est un moment... c'est à la fois le moment de l'incarnation et le moment mystique pour une femme. Et moi, je suis triste quand j'entends des descriptions hyper négatives de l'accouchement. Bien sûr qu'il y a des accouchements difficiles, douloureux, traumatiques, parce que l'obstétrique peut être violente. Mais c'est aussi un événement. Dans la vie d'une femme, il y a un avant et un après. Mettre au monde, je suis le canal par lequel va passer l'incarnation d'une petite âme. C'est totalement incroyable. Moi, je trouve que... j'ai une chance folle par rapport à vous. Je peux mettre au monde, j'ai mis au monde. Et franchement, les naissances de mes 3 enfants sont des moments que j'ai absolument pas envie de décrire comme des moments douloureux. Bah oui, on se doute bien que c'est fatigant, oui, effectivement. Mais c'est tellement plus que ça. C'est tellement incroyable. Enfin, j'ai presque envie de dire, c'est un moment qui donne la foi à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quoi. Alors peut-être la dernière question que je voulais vous poser, alors qui est une question large pour le coup, faudra peut-être voir comment synthétiser la réponse, mais comment être un bon parent au XXIe siècle concrètement? Voilà, si j'avais des conseils assez... Voilà, si j'avais la réponse, mes enfants auraient beaucoup de chance. Alors comment être un bon parent, je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de le savoir. Comment être un parent suffisamment bon au sens de Winnicott? Je crois que c'est d'abord de se rappeler que si ça nous intéresse un peu, parce qu'on est les parents de nos enfants, on est quand même les plus à même de les accompagner et qu'il va falloir qu'on se fasse confiance. Et que c'est pas le politique, le pédiatre, le prof qui sait mieux que nous. Si on s'intéresse à notre enfant, si on est honnête intellectuellement et qu'on fait un travail d'introspection sur nos peurs, sur l'éducation qu'on a reçue, sur ce qu'on veut en garder, sur ce qu'on veut pas en garder, on est capable de se connecter à notre enfant et notre enfant, il va nous signifier ce dont il a besoin. Avant d'avoir mon fils aîné, j'avais pas d'expérience avec les bébés. Mais en fait, un bébé, il sait manifester à sa mère ce dont il a besoin. Donc, il faut vraiment refaire confiance au lien. Et à ce lien direct, sans le laisser être intrusé par les conseils. C'est très pénible, ça, les conseils aux jeunes mères. C'est pour ça que je veux pas dire que j'ai la recette. Donc, se refaire confiance, faire un travail introspectif, vraiment, confronter avec le papa ou la maman notre projet éducatif et les combats qu'on a envie de mener, parce qu'on va pas pouvoir mener tous les combats. Moi, j'ai choisi que l'alimentation, les écrans, le sommeil, des choses comme ça, c'était des combats qui n'étaient pas négociables, parce que je sais que la qualité de ce que mon enfant mange, la qualité de ses activités, c'est des choses qui vont être déterminantes pour sa santé et son développement, mais c'est mes combats. Et on peut en choisir d'autres, mais il faut choisir ses combats. Et je crois que là, vraiment, l'urgence de l'époque, c'est justement de redonner des murs à la maison. Votre foyer, il est sacré. Et donc, vous n'avez pas à rougir de ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Ça veut dire que l'idéologie, elle reste dehors et que la meilleure immunité psychique que vous pouvez donner à votre enfant avant qu'il parte parcourir le monde sans vous, c'est l'éducation à la liberté. C'est bien de leur apprendre à dire oui, mais je pense qu'il est urgent de leur apprendre à dire non.
non à une publicité débilitante et infantilisante, non à du marketing, non à de la propagande. Et cette immunité, vous l'aurez en passant du temps à parler avec eux, en leur apprenant à construire la pensée. Donc avec des, voilà, faut qu'ils lisent, faut qu'ils critiquent ce qu'ils lisent, faut qu'ils posent des questions. Faut pas leur dire tu poses trop de questions. Faut s'enquiquiner à répondre à leurs questions, voire à leur dire je ne sais pas répondre à ta question, je vais chercher avec toi. Et vraiment cette éducation au discernement, à exercer leur liberté pour qu'ils puissent poser des choix en conscience sur ce qui est bon pour eux ou pas bon pour eux, je pense que c'est la meilleure immunité psychique qu'on puisse leur donner. C'est pas de leur dire ce qu'ils doivent penser, c'est vraiment de leur apprendre en temps réel parce qu'ils vont vivre dans un monde que nous on n'a pas connu, comme nous on vit dans un monde que nos parents n'ont pas connu. Et donc leur apprendre à exercer ce discernement, je pense que c'est très très important aujourd'hui parce que justement l'école ne le fait plus. Marie-Estelle Dupont, nous arrivons au terme de cet entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Peut-être un message d'espoir. Moi, je voudrais dire aux parents qui sont très inquiets aujourd'hui qu'ils peuvent aussi réépouser le côté passionnant de l'éducation. Et qu'en fait, quand on s'intéresse quand on a plusieurs enfants, on voit bien qu'ils ont des types de personnalités différents. Et là, ça dépend pas trop ni de l'éducation, ni des gènes, puisqu'ils sont dans la même fratrie. Et pourtant, ils vont pas manifester les mêmes talents ou les mêmes goûts. Et que quand on se replonge dans ça, l'éducation est vraiment quelque chose de passionnant intellectuellement parce que c'est presque un travail de détective. De trouver pourquoi notre enfant est fait, où est-ce qu'il a besoin de notre assistance parce que c'est plus difficile pour lui. Et là, on crée un lien et une connexion qui sont extrêmement gratifiantes, avec un lien de confiance très fort. Et je pense que si nos enfants savent que quoi qu'il leur arrive, ils peuvent nous en parler, sans être obligés de nous en parler, ils ont leur jardin secret, bien entendu. Mais si on arrive à leur faire sentir que quoi qu'il leur arrive, ils peuvent nous en parler, ils vont trouver une personne de confiance à la maison, on aura réussi un truc très très beau qui nous rendra profondément heureux et satisfaits. Donc c'est pas seulement difficile d'être parent, c'est aussi quelque chose de profondément nourrissant. Marie-Estelle Dupont, merci pour cet entretien. Merci à vous.